Bienvenue au podcast sur la piste du crime. On n'est pas des avocats, ni des experts en crime. On est juste un couple qui aime se raconter des histoires. Dans notre podcast, il va y avoir des sujets difficiles à entendre. Trigger warning pour les gens sensibles. Mais si t'es sensible, qu'est-ce que tu fais à écouter du true crime? Parfois, il va y avoir du sacrage. Parce qu'un violeur, c'est pas juste une marde. C'est une hostie de marde. Puis on va pas se le cacher. Un tabarnak bien placé, c'est drôle en crise. Puis si t'aimes pas ça, je m'en calisse. Bienvenue à l'épisode numéro 14. Ça fait déjà 14, Mireille. Yay! C'est pas un chiffre spécial ou rien, c'est juste... C'est juste 14. C'est 14. Ouais. Alors, aujourd'hui, j'ai pas une belle voix. Je me sens pas bien. Toujours une belle voix. Non, comme que je disais tantôt, notre fille de 10 ans m'a dit que je sonnais comme un adolescent en puberté. toujours le fun à se faire ça. J'ai dit merci. Ouais. Thanks, kid. Mireille est en train de perdre sa voix et puis elle est très chanceuse que c'est pas elle qui raconte. Bon, on aurait probablement délégué d'une couple de jours, là, mais... Ouais, non, je suis contente que ce soit moi. Mais malheureusement, mon cas va te faire réagir beaucoup, je le sais. Et on va quand même entendre beaucoup de ta voix, je suis certain. Même ça, c'était... Ça sonne le fun. Ça sortait pas bien. Oh, wow. J'ai mon petit café. Ça se peut que vous m'entendez boire mon petit café. Ouais, c'est ça. Là, avant de commencer, j'ai un shout-out à faire. Oui, à Stéphanie, qui adore nos accents, puis qui a pris le temps de nous le dire dans un beau grand message sur Facebook. Elle aime particulièrement comment qu'on dit « pire » et « mire ». Ah, ouais. C'est pas beau, par exemple. C'est mieux de dire père et mère, mais... Ah, c'est pas de même que je parle. J'essaie toujours de me forcer, essayer de bien parler en français, là. Ouais, ben toi, Pas trop notre joual. Toi, t'es enseignante. Ouais. Ouais, je suis habituée de me forcer. Ouais. Moi, j'ai pas besoin de me forcer. Non. Hey, le petit pire. Ouais. Mais des fois, même... Mais c'est drôle parce que René va parler. Il va dire « et puis ça ». Il va pas juste dire « puis ça ». Il dit « et puis ». Moi, je dis « et puis ». Tu dis toujours « et puis ». Ah ouais? Mais c'est drôle parce que tu parles pas bien français habituellement. Tu parles bien français, mais souvent quand on fait le podcast, on dirait même que tu en rajoutes. Ah ben oui, mais là... C'est un texte, c'est écrit. Des jouals, là, puis t'es là, puis et puis... Ça me fait rire à chaque fois. Puis, what's this? Tu m'as envoyé ça? Ouais, mais c'est à cause que je veux pas que tu changes d'écran sur ton téléphone. Là. Ah, OK. Parce qu'on a plusieurs nouveaux abonnés Patreon cette semaine. Oui, c'est vrai, on en a eu plusieurs. Ouais, fait qu'on fait un beau shout-out à Rebecca, Tosh, Joanie, Linda, Claudia, Christophe, Stéphie, Isabelle, Sabrina, Émilie, Valérie, Mel, Viviane Magali et Annie. Et Navalon. Hein? Ouais, merci. Je pense que j'en reconnais là-dedans. Oui, merci à tout le monde. Peux-tu que je reconnais des amis? Ben, il y en a une couple là-dedans qui sont très actifs, tu sais, sur la page Facebook, dans le groupe Facebook. C'est des noms qu'on voit souvent. Mm-hmm. Fait qu'on leur remercie beaucoup. Mais je pensais à Tosh. C'est certainement pas... C'est pas notre Tosh. C'est pas le Tosh que t'imagines, non. C'est drôle parce que Tosh, c'est pas un nom qu'on entend souvent. Donc, c'est pour ça que je pensais que peut-être que c'était notre ami Tosh. Mon meilleur ami, Tosh. J'ai pas le droit de dire notre ami, excusez. Mon ami. C'est l'ami à René. C'est le seul ami à René. Ben, le seul ami en ville. J'ai d'autres amis, non, mais je fais des sont blagues. vraiment loin. Ben non. T'en as d'autres amis en ville, je vais juste t'agacer. Fait qu'on est prêt? Non. Non? Non. Je dis oui, mais non. Je suis pas prête. Je suis loin d'être prête. Je veux pas l'entendre, ton cas horrible. Pas le choix, je te le raconte. OK, je suis sûre que nos amis, je suis sûre que tous nos amis, nos écouteurs, nos auditeurs, excusez, et ils ont hâte que j'arrête de parler.
René, où est-ce que la piste nous amène cette semaine? Ce soir, Mireille, je te raconte une tragédie qui est survenue dans le comté de Renfrew, 1 heure à l'ouest d'Ottawa, en Ontario, en 2015. Mes sources pour le cas de ce soir, c'est le livre Murder in Renfrew County par Dean Beebe, un épisode de Fifth Estate, des articles de la CBC et de Global News, et l'interrogatoire au complet de 5 heures du coupable par la police qui est disponible sur YouTube. Donc, avec ça, je commence. Partie 1, un mauvais départ. C'était un bully à l'école. Il s'est jamais bien intégré avec les autres enfants. On savait tous qu'un jour, il se ramasserait dans le trouble. C'était la sorte de gars que tu voulais jamais croiser. Basil Borutsky est né le 17 octobre 1957 à Round Lake Center, dans le comté de Renfrew, en Ontario. C'est une région rurale à une centaine de kilomètres à l'ouest d'Ottawa. Il a grandi dans une famille polonaise catholique. Basil, il sera toujours religieux et spirituel le reste de sa vie. Comme tu as déjà compris dans le premier paragraphe, Basil, c'est pas un ange. Ça va vraiment pas bien pour lui. Il paraît aussi qu'il a une vraiment mauvaise relation avec sa mère dès un jeune âge. Puis pour le reste de sa vie, Basil n'aura pas de bonne relation avec les femmes. À 15 ans, il quitte la maison familiale et déménage à Kitchener, où il travaille dans une usine de boîtes pendant 4 ans. Il rêve d'être pilote, mais il ne qualifie pas parce qu'il est daltonien. En 1974, à 17 ans, il est retrouvé coupable d'un vol. J'ai pas d'autres détails là-dessus, mais typiquement, le patron de criminalité de violence commence à un jeune âge. 15 ans? 17. 17. Pourquoi j'ai... OK. Il est déménagé à Kitchener à 15 ans. C'est à cause que je venais de dire 15 ans. Excuse. À 19 ans, il se trouve un nouvel emploi dans un atelier de réparation d'outils. C'est pas exactement clair quand, mais pendant son travail à l'atelier, il subit un accident. Sa main droite a été complètement coupée de son bras. Oh my God! Ugh. Les médecins réussissent à réattacher sa main chirurgicalement, puis Basil regagne éventuellement le contrôle de sa main droite par miracle médical. As if. Oui, dans les années 70. Ouais. Mais il sera plus capable d'écrire en cursif puis de faire des gestes précis avec ses doigts. Après son accident, il s'inscrit à une école de métier pour améliorer ses compétences, devenant finalement mécanicien de chantier ou un millwright pour les franglais à l'écoute. En 1977, âgé de 20 ans, Basil est trouvé coupable d'agression causant des lésions corporelles. Oh. J'ai pas plus de détails autres qu'il a été violent avec sa blonde, puis qui, si je lis bien, l'a quitté tout de suite après. Ouais, c'est assault. C'est ça, oui. Assault causing bodily harm. Partie 2. Marianne Mask. En 1982, à 26 ans, Basil rencontre Marianne Mask, qui a 21 ans. Elle aussi est originaire de Round Lake Center comme Basil. Marianne a déjà une petite fille, Candice, âgée d'1 an, lorsqu'elle et Basil deviennent un couple. Dès la ligne de départ, la relation entre Marianne et Basil est toxique et violente. En 1985, après 3 ans de cohabitation, Marianne se rend à la police et accuse Basil d'agression, de l'avoir battu. Les charges, par contre, mèneront à rien. Basil se défend avec succès en cours. Ben voyons. Et il est acquitté. Il dit avoir dépensé 20 000 $ en frais d'avocat pour éviter l'incarcération. Dépenses qu'il blâmera souvent sur Marianne dans le futur. En 1986, Marianne donne naissance à leur première fille, Amanda. D'après ce que je comprends, elle était enceinte au temps des accusations. Parce que l'histoire continue comme suit. 4 ans plus tard, en 1989, Marianne et Basil reprennent ensemble. Le couple et les 2 enfants, Candice et Amanda, décident de retourner au Bercail, dans le comté de Renfrew à Round Lake. Basil décroche un très bon emploi avec Énergie Atomique Canada à Chalk River en tant que millwright. Même déménagé, même après 4 ans de séparation, les choses vont pas vraiment mieux entre Marianne et Basil. En février 1994, le couple se sépare encore dû au comportement violent à Basil. 2 mois auparavant, pendant la veille de Noël, Basil avait agressé Marianne physiquement, sexuellement et l'avait intimidée. My God! Marianne a mis 2 mois avant d'accumuler le courage pour quitter Basil et l'accuser. Mais la chance est vraiment pas du côté à Marianne. À peine 2 mois plus tard, en mai 1994,
Basile est impliqué dans un accident de la route en conduisant au travail. Il souffre une commotion cérébrale et des blessures au dos, dont 4 disques rompus. Il ne travaillera plus en raison de douleurs chroniques. Comme ça arrive souvent dans des cas de violence domestique, le couple se réconcilie pas longtemps après l'accident de voiture. Encore? Si j'avais à deviner, je gagerais que Basile a bien su jouer à la victime après son accident de voiture. Tristement, le couple se marie le 29 juin 1994. Et après quelques semaines, Marianne est enceinte de leur deuxième fille, Sarah. Un mois après le mariage, Basile rédige un contrat de mariage. Le contrat illustre très clairement la nature contrôlante et manipulatrice de Basile. Je vais mettre le texte original du contrat sur notre page Facebook, mais en résumé, le contrat dit que Marianne donne tout contrôle financier et de ses enfants à Basile. Dans le contrat, c'est écrit que Marianne souffre d'un trouble mental. Ceci l'aurait mené à faussement accuser Basile 2 fois dans le passé, et elle aurait fait gaspiller beaucoup d'argent au couple à cause de ça. Plus tard, en 2011, Marianne va avouer que Basile l'a forcée à signer le contrat, la menaçant de lui enlever ses enfants si elle ne signait pas. En raison de leur mariage, les charges contre Basile relevant de l'agression physique et sexuelle à la veille de Noël sont abandonnées. Marianne dira que le mariage et la conception de leur deuxième fille faisaient toute partie de la manipulation extrême à Basile. Il dit à Marianne que aucun juge n'enverrait un bon père de famille en prison, surtout pas avec une femme enceinte qui dépend de son support. Come on! Maudit Basile la merde! Après l'agression de la veille de Noël, il essaie comme juste de garder Marianne plus proche de lui, de resserrer le contrôle. Toujours de même, là. Mm-hmm. Leur mariage ne durera pas très longtemps. En décembre 1994, le couple se sépare encore, pour une 3e fois. La rupture durera pendant 5 ans cette fois-là. Mais inévitablement, le couple reprend encore ensemble en 1999 et aménage ensemble à nouveau. Cette fois-ci, Marianne endure le calvaire avec Basile pendant 9 ans. Elle endure ce que sa fille Candice décrit comme des claques au visage. Candice dit que Basile a essayé de pousser sa mère d'un véhicule en motion. Candice avait vu Basile frapper sa mère la veille de Noël en 1993. C'est elle qui avait appelé le 911 pour sauver sa mère. Elle avait seulement 12 ou 13 ans. Dans les années 2000, la santé à Marianne se détériore. En 2001, elle souffre de cancer du sein, résultant en une mastectomie. Elle développe ensuite la fibromyalgie et est en douleur constante. Puis, comme si c'était pas assez, elle subit un AVC qui endommage son ouïe. Pauvre elle, ça n'a pas d'allure. Ça va très mal pour Marianne. Oh my God! Puis la relation avec Basile, à la surprise d'exactement personne, est encore très mauvaise. L'abus physique, verbal et émotionnel resurface. En août 2008, Marianne accumule finalement assez de courage et quitte Basile pour de bon. Le 27 août, Basile l'avait sorti de force d'une voiture et l'avait jeté par terre, causant des blessures au visage et au corps de Marianne. Basile, lui, il accepte aucun blâme, aucune responsabilité. Il dit que les blessures à Marianne ont été auto-infligées. Ah ben oui. Elle s'est fait mal à elle-même. Elle s'est pitchée en bas du char. Ouais. En cours, pour la séparation de leurs biens partagés, Marianne dit qu'elle a subi un régime de violence domestique quotidien. Basile, lui, dit plutôt que c'est lui la victime et qu'il vit en peur constante des fausses accusations à Marianne. Elle veut me détruire, il dit. Elle ment, moi je n'ai jamais menti. Le juge décide assez facilement que Basile n'est pas du tout crédible. 2 des 3 filles, les plus vieilles, Candice et Amanda, témoignent de la violence et la rage tyrannicale de leur père. Le juge tranche en faveur de Marianne. Il ordonne que la maison soit donnée à Marianne. Le jour du transfert planifié, le 21 janvier 2011, la maison passe au feu. Oh! How convenient! C'est juste ça allait arriver juste de même. Une grosse coïncidence. Ben c'est ça. Wow! La PPO lance une enquête pour incendie criminel. Et Marianne révèle finalement à la police que lorsque Basile l'avait agressée et jetée par terre violemment en 2008, il l'avait aussi menacée de mort, disant qu'il la tirerait et ensuite mettrait le feu à la maison pour brûler son corps. My God! Elle a attendu 3 ans avant de dire ça aux police. C'est un fou!
T'as pas fini d'apprendre à peau de Basile. Ben, c'est pas Basil. OK, fait que C'est à cause c'est Basil, hein? il y a une entrevue là, de 5 heures que j'ai mentionnée avec lui, là. Ouais. Puis il fait un vraiment big deal au début qu'il s'appelle pas Basil, il s'appelle Basil. C'est vraiment comme les herbes, là. Ouais. Puis oui, je m'en calisse comment il veut se faire appeler. Moi, je dis Basil. Il veut se faire appeler Basil. Non, fuck you. C'est Basil. Dû aux déclarations de Marianne, le 25 janvier 2011, Basil est encore accusé d'agression et d'avoir proféré des menaces. La 3e fois qu'il est accusé d'avoir agressé Marianne. Il n'est pas accusé d'incendie criminel. Non? Pourquoi? L'histoire là, avec les autorités, avec Basil, là, tu vas voir, c'est une grande liste de tapage sur les doigts. OK. Of course. En janvier 2011, au temps de l'incendie, Basil est dans une nouvelle relation amoureuse avec une femme nommée Nathalie Warmerdam. Nathalie paye la caution de Basil le même jour qu'il est arrêté et lui fournit un alibi pour le jour du feu. Ben voyons. À ce jour, la cause de l'incendie demeure irrésolue. Ceux qui peuvent me voir m'ont vu, mais j'ai roulé mes yeux pas mal grands. C'est pas fini. On le sait. Plus tard, en décembre 2011, le juge de la Cour familiale pour la séparation de Marianne et Basil ordonne à Basil de payer 92 000 $ plus intérêts pour la propriété et la maison qui est maintenant brûlée. En juin 2012, les accusations d'agression et de menaces contre Marianne sont suspendues. Pourquoi? Je ne sais pas. Ouais. Au lieu, la Cour ordonne un engagement de ne pas troubler la paix publique contre Basil. Un peace bond en anglais. Ah oui, OK. Ou, dans mon interprétation, une tape ses doigts. Ouais, c'est ça. Basil est ordonné de ne pas communiquer avec Marianne ou d'être en dedans de 200 mètres d'elle ou de sa propriété pendant 1 an. Ça, c'est les termes du peace bond. C'est comme un genre de restraining order c'est ça, OK, pour 1 an. OK. Heureusement, ça finit ici pour le calvaire à Marianne. Ah, mais celle-là de Nancy. Ça peut, c'est pas fini. Ah, non, OK. Fait qu'en résumé, pour la relation abusive de 26 ans avec Marianne, Basil a eu exactement 0 conséquence. Rien pour les charges d'agression en 1985, il a été acquitté par le juge. Rien pour les charges d'agression sexuelle et d'intimidation en 1994, les charges sont abandonnées. Rien pour les charges d'agression et de menaces de mort en 2011. Il reçoit simplement un peace bond. Pour 1 an? Pour 1 an. Wow! C'est grave, là. Parce qu'il n'a jamais été retrouvé coupable d'aucune des accusations, il n'y a aucun record criminel. Mais les filles ont même témoigné. C'était pas assez? Non. Comme toutes les bleus qu'elle avait sous le corps, ça compte pas? Fait que là, le détail là-dedans, c'est que elle dit que ça, c'est arrivé en 2008. Puis les 2 filles disent oui, c'est vrai, on l'a vu. Oui. Mais elle l'a juste dit aux polices quand ils sont séparés, plus tard en 2011. Elle a attendu 3 ans avant de le dire. Mais oui, mais des fois, c'est à cause de peur. Absolument. Oui, cette femme-là est effrayée. Là. Mais oui, elle a peur de se faire tuer par son mari. Mm-hmm. Ça change absolument rien quand est-ce qu'elle dit. Non, je sais, mais tu sais, t'as dit les bleus puis tout, mais il y a personne, tu sais, autre que les filles qui ont vu ça. Ouais. OK, mais c'est comme, tu sais, le MeToo, là, pour les agressions sexuelles là, qui ont été faites ici et aux États contre les célébrités, là, le mouvement MeToo, ça a compté. Pourquoi que ça compte pas? La chose aussi que j'ai lue, c'est que, tu sais, ils ont toutes révélé ces choses-là en assez grand détail dans la cour familiale, mais ça, c'est pas une cour criminelle. Ah, OK. Je comprends. Right? Comme ils l'ont accusé ensuite en cour criminelle. Mm-hmm. Mais tu peux amener toutes sortes de preuves circonstancielles, puis des témoignages du monde, puis tout en cour familiale qui n'est pas nécessairement au même niveau de preuve, au même niveau de... je sais pas comment l'expliquer, là. Le niveau de preuve, il n'est pas le même, right? En cour criminelle puis en cour familiale. Ouais. Partie 3. Laura Lee Kelly. La prochaine victime de Basil, Laura Lee Kelly, souffre aux mains de Basil pour environ 6 mois. Une question. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y avait pas une Nancy qui l'avait... Non, c'est Nathalie. Nathalie, excuse, Nathalie. Oui, puis je vais me rendre à Nathalie, inquiète-toi pas. OK, mais c'est ça. OK, c'est beau. Laura dit à la police que Basil consomme énormément d'alcool.
et qu'il abuse de l'Oxycontin, qui lui est prescrit depuis son accident de voiture en 1994. Elle dit qu'il prend un excès d'Oxycontin, non seulement pour son mal de dos chronique, mais aussi pour des attaques de panique. Laura témoigne que Basil est violent avec elle. Pendant une chicane, il l'aurait lancée violemment sur le divan et aurait ensuite tenté de l'étrangler. My God! Après une fête bien arrosée le 1er janvier 2010, Laura et Basil sont en voiture en route vers la maison. Les deux ont bu beaucoup d'alcool et Basil est au volant. Ils sont interceptés par un programme RIDE et Basil faillit l'alcotest et est emmené au poste de police, où il refuse catégoriquement de coopérer avec les policiers. Il est accusé de refus d'obtempérer. 10 mois plus tard, en octobre 2010, au procès pour sa conduite en état d'ébriété et refus d'obtempérer, Basil, comme un narcissiste classique, décide de se représenter lui-même. Oh God, OK. Il dit que ce sont les policiers qui l'ont arrêté qui buvaient le 1er janvier 2010. Ben oui, toi. Toujours une bonne... C'est les policiers qui étaient sous? Sérieux, c'est exactement ça qui est écrit. Ben, il est bien calme. Il dit que les policiers faisaient la fête dans leurs autopatrouilles et qu'ils écoutaient de la musique très forte. Voyons donc. D'après Basil, les policiers l'auraient frappé à coups de poing et auraient même falsifié l'alcotest, en mettant une goutte d'alcool dans l'appareil avant que Basil souffle. Dans l'appareil? Ah oui. Ah bon? Il dit, dans son interrogatoire, il dit quand il prend l'alcotest, il dit « J'ai vu une goutte dedans, puis je savais tout de suite qu'il essayait de m'accuser faussement. » Comme lui, c'est toujours la faute des autres, hein? C'est toujours... C'est même pas le début, là. Wow! Quel personnage! Tout ça, là, d'après Basil, ça fait partie d'un patron d'harcèlement qui subit aux mains de la PPO depuis plus de 16 ans. C'est de la faute à tout le monde, sauf lui. Exact, OK, ouais. C'est un thème qui va revenir souvent. Ah! Il blâme aussi Laura pour l'incident, parce que, pourquoi pas, je comprends pas sa logique pantoute. Mais heureusement pour elle, elle l'a quitté déjà pour ça. Le juge rejette catégoriquement tout le témoignage de Basil. « Je ne crois pas rien de ce que vous dites, dit-il, et le déclare coupable. » Good! Il reçoit une amende de 1200 $ et son permis de conduire est suspendu pour 1 an. Way to go, le juge! Pas longtemps après l'arrestation, fait que là, je recule, hein, fait que tu sais, il se fait arrêter en janvier, j'ai été au procès en octobre. OK. Là, on en recule. OK. Pas longtemps après l'arrestation pour conduite en état d'ébriété, Basil est accusé d'harcèlement envers Laura pour une série d'incidents qui ont commencé le 2 janvier 2010. C'est le lendemain de son arrestation par le programme RIDE. Il harcèle Laura parce qu'il la blâme pour son arrestation pour conduite en état d'ébriété. Hein? C'est la faute à Laura? Ben oui, c'est pas la sienne. Mais c'est jamais sa faute. Non. À cause des accusations d'harcèlement, la PPO saisit les armes à feu à Basil, ainsi que son permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Puis, pour des raisons inexpliquées, la couronne annule l'accusation d'harcèlement le 30 août 2010. C'est le jour que le procès devait débuter. Okay. Encore une fois, Basil s'en sort avec aucune conséquence légale pour sa violence contre les femmes. Laura exprime qu'elle a peur de Basil, que sa sécurité est en danger. Elle révèle que Basil lui avait dit qu'il ferait brûler sa maison s'il y avait la moindre chance que Marianne la gagnerait en cours. Basil dégringole de plus en plus. Partout sur sa propriété et alentour de son terrain, il y a un total de 27 affiches, toutes avec des noms de voisins, de policiers, n'importe qui considère un ennemi. Sur les affiches, il est écrit toutes sortes de foleries. C'est une liste plein de gens comme Marianne Mask et son frère Randy Mask qui sont pas bienvenus chez lui. C'est quasiment comme des menaces. Oui. Il met des pancartes partout sur sa propriété. Il y a 27 de ces pancartes-là. C'est des noms comme un peu plus à tout le monde, là. Comme toi, t'es pas bienvenu, vous autres, vous n'avez pas le droit de venir ici. Il y en a une pancarte qui est écrite, que j'ai lue, là, ça dit My dog has a 45 caliber bite, quelque chose de même, là. Genre comme une menace de se faire tirer. Ouais. Là. Mais, OK. Mais je pensais qu'elle avait quand même déjà eu la maison en cours. Le juge lui avait dit que c'était elle qui avait la maison. Oui, mais là, je te dis où que Basil, il reste. Il a mis ses... OK. Non, mais c'est à cause qu'il a dit, je vais mettre la maison en feu si Marianne la gagne en cours. Ah oui, mais les polices n'ont jamais fait rien avec ça. Ça non plus.
Mais qui c'est comme la première fois, c'est pas lui qui l'avait mis en feu, non? Non, il a révélé à Laura. C'est ça. Pendant le temps qu'il était avec Laura, il a dit « Je vais me sacrer le feu à la maison si Marianne est pour la voir. » Partie 4. Nathalie Warmerdam. OK. C'est elle. Je t'ai parlé brièvement de Nathalie tantôt, mais je te l'ai pas présentée. C'est ça. Nathalie Simone Hopkins est née le 17 décembre 1966, près de Petawawa, en Ontario. Elle est d'une famille musicale et elle joue de la flûte. Elle obtient un degré en biologie de l'Université de Waterloo, là où elle rencontre son premier mari, Frank Warmerdam. Ils habitent à Richmond Hill, en Ontario, pendant plusieurs années, mais en 2009, ils retournent dans la région de Renfrew, là où Nathalie est née, pour vivre avec leurs 2 enfants, Valérie et Adrien, à Foymount. Nathalie est connue comme la Chicken Lady dans sa communauté. Chicken Lady? La femme aux poules, ouais. Ouais. Elle élève des poules sur sa ferme et vend les œufs. Nathalie dit que ses poules sont sa thérapie. Oh, chicken therapy! Elle aime beaucoup en prendre soin. Oh, j'aime ça. Je fais des poules. Non. Oh. De retour dans sa région natale, Nathalie obtient un emploi en tant qu'infirmière dans les soins palliatifs à l'hospice de Renfrew, à environ 60 km à l'est de Foymount, où elle demeure. L'hospice Renfrew, c'est un établissement palliatif de 6 lits, qui a ouvert ses portes en 2008. C'est le premier hospice résidentiel dans une communauté rurale en Ontario. C'est ici à l'hospice, en mars 2010, que Nathalie fait premièrement connaissance de Basile, qui lui est dans le milieu de sa séparation avec Marianne. Il était à l'hospice? C'est là qu'elle rencontre Oui. Basile. Je vais t'expliquer pourquoi. Ah, OK, excuse. Walter Barutsky, le père de Basile, était mourant et avait été transféré dans un des lits de l'hospice, OK. où il décède le 5 mars 2010. Hmm. Là, Basile rencontre Nathalie, pleine de compassion et d'empathie. Basile dira plus tard que c'est Nathalie qui avait l'œil pour lui, mais c'est faux. Tous disent que c'est Basile qui court après Nathalie pour son attention. Of course. Il se peint, sans aucune surprise, comme la victime malheureuse d'une femme machiavélique, Marianne Masque, qui cherchait à le ruiner dans leur séparation. Ben oui. C'est une folle. Hein? Ils disent tout ça. Oui, c'était exactement ça. Il y a une entrevue, ça fait une couple de fois que j'en parle, son entrevue de 5 heures là, à Basile, là, puis c'est juste puis c'est la faute à telle femme, c'est la faute à un autre, c'est la faute à un autre, I did nothing wrong. Ça en est frustrant de l'écouter, là. Wow. C'est toujours la faute des victimes. Depuis 2009, le mariage de Nathalie et Frank s'effondrait et elle était vulnérable. Basile augmente le charme d'une coche que, incompréhensiblement, la plupart des abuseurs semblent posséder, et réussit à gagner le cœur à Nathalie, en lui faisant croire qu'il est la victime malheureuse de la manipulatrice Marianne. La fille de Nathalie, Valérie, dit que sa grand-mère a averti sa mère de rester loin de Basile, mais elle ne l'a pas écouté. Vraiment, hein? Il habite dans une petite communauté. Plusieurs rumeurs circulent que Basile est violent, que c'est un batteur de femmes. Mais sans aucune conviction à son record, ce sont juste ça pour Nathalie. Des rumeurs. C'est juste des rumeurs. Souvent, les rumeurs sont fondées, par exemple. Faut-tu faire attention? Oui, je prendrais pas de chance. C'est ça. Surtout pour ça. Hein? Ouais. Surtout pour quelqu'un qui se fait dire qu'il est un abuseur de femmes, batteur de femmes. Comme quand ta mère te le dit, là, « Hey, lui, c'est un batteur de femmes », tu devrais décoller ces là. Ouais. Bon, en tout cas, faut pas juger Nathalie, là, mais... Non. Je veux juste dire, des fois, les rumeurs, c'est fondé. Souvent, c'est fondé. Mm-hmm. Nathalie croit qu'on ne peut pas juger quelqu'un pour avoir été accusé. Trop fine. Surtout si la personne n'a jamais été retrouvée coupable en cours par la justice. Nathalie est trop gentille. Mm-hmm. Et elle croit tout ce que Basile lui raconte. Frank, maintenant l'ex-mari à Nathalie, est très inquiète. Il va jusqu'à embaucher un investigateur privé pour en découvrir plus sur Basile. Mais il ne trouve pas beaucoup plus que des détails sur sa charge de conduite en état d'ébriété. Parce que tu t'en rappelles, Basile n'a jamais été trouvé coupable d'agression. Juste des tapes ses doigts. Ouais. Même après 3 accusations par Marianne entre 1985 et 2011. Les charges contre Basile sont, incompréhensiblement, toujours abandonnées. Dans peu de temps, Basile déménage avec Nathalie sur sa ferme. Et, d'après les proches à Nathalie,
sans aucune invitation. Nathalie supporte Basile pendant sa séparation avec Marianne Masque. Comme j'ai dit tantôt, elle paye la caution lorsqu'il est accusé d'agression contre Marianne. Nathalie prend possession de quelques propriétés à Basile, probablement pour les protéger du divorce. Elle envoie des lettres à la PPO et aux politiciens locaux se plaignant du traitement injuste que Basile subit aux mains des policiers et du système de justice. Ben voyons donc, madame, là. Basile joue la victime avec Nathalie. C'est ça. Et elle le croit. Leur relation, d'après les enfants, est assez bonne pour le premier 2 ans. Mais lorsque le divorce entre Marianne et Basile est finalisé, les choses prennent un mauvais tournant. Quand un garçon se présente chez Nathalie pour faire une sortie avec sa fille Valérie, Basile sort une carabine à billes, un BB gun, et menace le garçon, disant qu'il doit bien se comporter. Sérieusement, hein? T'imagines-tu le pauvre petit gars? Hey. Tu vas pour une date, puis l'autre, le pire sort un gun. You better watch out. Hey. Ben mieux de bien prendre soin de ma fille. C'est comme je m'en sac si c'est un BB, je m'en sac si c'est un gun en plastique. Non, c'est une menace. C'est une menace, oui. Une menace de mort, vraiment, là, tu sais. Hey, ça fait un peu redneck États-Unis dans le sud des États-Unis, ça là. Ben, c'est une région rurale, c'est... Ouais, mais tu sais, je veux dire, ici, on n'entend pas souvent ça parler de ça, mais tu sais, je veux dire, là, le typique redneck... Ben ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais qu'est-ce que je veux dire, right? C'est quoi l'autre mot, là, pour redneck, en tout cas? Tu sais ce que je veux dire. Basile aussi, comme quand il était avec Laura, il buvait beaucoup d'alcool. La famille dit qu'il peut finir à lui seul une bouteille de whisky en 2 jours. Il abaisse Nathalie devant la visite, et leur chicane, qui au début se limite à des sessions de criage, dégringole de plus en plus en violence physique. En juillet 2011, Basile est chargé d'agression encore. Pour un misogyne de carrière comme Borutsky, ça serait la seule fois qu'il est accusé d'avoir agressé un homme. Apparemment, les 2 hommes se seraient chicanés et battus dans un champ. Sans aucune explication disponible, la couronne abandonne cette accusation en octobre 2011. Un autre abandon d'accusation pour Basile. C'est interminable. Ça sonne comme ça sort out of the blue, ça là, mais c'est le plus de détails que j'ai. Pendant qu'il est avec Nathalie, à un moment donné, il se pogne avec quelqu'un d'autre puis il se bat. Un autre homme. Oui, un homme. Chaque policier dans le bureau de la PPO à Killaloe connaissait bien Basile Borutsky et savait qu'il était un problème, voire même un danger dans la communauté. En juin 2012, Nathalie avait écrit quelques messages positifs à propos d'elle-même sur son miroir. Basile exige qu'elle efface ces messages. Voyons, là, come on! Elle faisait ça comme pour se remonter le moral, oui. je pense. Ouais. Quand Nathalie refuse de les effacer, Basile prend un verre de bière et le lance dans le miroir, le cassant, et s'exclame « Tu vois, ça aurait été bien plus facile de juste laver le miroir. » Comme c'est abus physique et mental, verbal, c'est tout ensemble. Elle peut même pas écrire des messages positifs à propos d'elle-même dans le miroir. C'était probablement comme, tu sais, en lipstick ou quelque chose, tu sais. Ben, non, mais même des dry erase, là, tu sais, je veux dire, c'est rien, là, ça s'efface. Mais non, mais c'est probablement parce qu'elle disait quelque chose de positif envers elle-même, puis lui, il veut la mettre à terre ben raide. Ben oui. 1 mois plus tard, en juillet 2012, Nathalie n'en peut plus. Elle demande à Basile de quitter sa maison, mais il refuse. Il refuse? Tu te souviens, tantôt, la police avait saisi les armes à feu à Basile en janvier 2010? Eh bien, en août 2012, 1 mois après qu'elle a voulu le crisser dehors, Nathalie accompagne Basile au poste de la PPO à Killaloe pour l'aider à récupérer ses fusils. Non. Nathalie, elle, depuis que Basile vivait chez elle, avait appliqué pour et obtenu un permis d'acquisition. Sûrement sous pression de Basile. Exactement. Au poste de la PPO, les policiers connaissent très bien Basile. Ils essayent de parler à Nathalie en privé. Ils sont inquiets pour sa sécurité. Mais Nathalie les rassure que les armes seront bien stockées chez elle, conformes à la loi. Le couple repart de la station avec les fusils et les arbalètes à Basile. Il est armé, le gars. Ouf. La consommation d'alcool à Basile continue en chute libre. Il est violent avec le fils de Nathalie, Adrien, qui apparemment, en ado bien normal, ne veut pas passer l'aspirateur. Il menace Adrien en disant « Where's that useless waste of skin? If I find him, I'm going to string him up. » String him up? So,
où est ce gaspille de peau? Ouais. Si je le trouve, je vais le pendre. Ah, OK. OK, je comprends. Menace de mort contre le fils à Nathalie. Il menace même le chien et le chat, Non! disant qu'il va les tuer s'il les voit dans la maison. Oh! Je sais pas si tu t'en doutes, là, mais Nathalie n'a pas été au poste de police avec Basile de son gré. Il l'a forcé à aller récupérer ses fusils. Nathalie est une otage dans sa propre maison. Oh my God. Nathalie, elle sait pas comment se débarrasser de Basile. Elle lui demande de dormir sur le sofa, mais il refuse. C'est elle qui doit se déplacer et aller dormir dans la chambre d'invité. Finalement, le 18 août 2012, elle réussit à se sauver avec ses 2 enfants. Elle se rend chez son père à London, en Ontario, qui est comme plusieurs centaines de kilomètres plus loin, où 2 jours plus tard, elle contactera finalement la police. Elle déclare que Basile a menacé son fils, Adrien, et a menacé de tuer ses animaux, et a refusé à plusieurs reprises de quitter sa maison lorsqu'elle lui a demandé. Oh my God. C'est fou. D'un côté, elle a peur pour sa famille et a réussi à faire la bonne chose et de le quitter. C'est ça. Mais de l'autre côté, elle croit encore un peu Basile et qu'il est victime de persécution de la PPO. Hein? Et donc, elle fait pas trop confiance à la PPO de bien le traiter. Ça fait des années qu'elle entend Basile jouer à la victime, à dire que les polices sont sur son dos. Tu sais, elle est trop gentille, puis elle veut un happy ending pour Basile. Ben oui, mais écoute, là, il a été violent avec toi. Il veut tuer tes animaux, il veut tuer tes enfants. À un moment donné, là, faut que tu figures, fille, que comme, allô, là, c'est pas la police qui est contre lui, là. Mais il y a un terme psychologique pour ça, hein, syndrome de quelque chose où est-ce que tu mets à aimer ton abuseur. Là. Munchausen. Je me rappelle pas By du nom. proxy. Là, mais... Ouais. Non, je comprends. Ben non, je pense pas qu'elle a ça. Ça, c'est comme quand t'es captif. C'est quand t'es captif, puis tu fais que t'aimes ton capteur, mais c'est aussi, t'es abusé. Mais en même temps, je veux dire, elle s'est sauvée. Ouais. Donc, elle sait qu'ils sont en danger. Je suis pas capable de l'expliquer, puis je veux pas tenter de l'expliquer non plus, Non, parce que je suis pas non. dans la situation. Ben, là, mais... Exactement, non, c'est ça. Je comprends. C'est juste comme... Tu sais, quand que t'écoutes des histoires comme ça, pis tu sais, comme tu veux shaker la victime, comme réveille-toi, là. C'est là que je suis, comme c'est là. Je me dis comme, Nathalie, réveille-toi. Ouais. Ils te l'ont dit, ta mère t'a averti, tu sais que Marianne a passé au travers de la même chose, là. Réveille. Ah, excuse. Je l'avais dit que ça te ferait Je réagir. sais! Le jour suivant, Basile est arrêté pour avoir proféré des menaces contre Adrien, le fils de Nathalie. Nathalie enregistre une vidéo avec la police où elle révèle plusieurs autres menaces qu'avait fait Basile, notamment des menaces de mort contre son ex, Marianne. En tout, Basile fait face à 6 charges additionnelles en plus des menaces contre Adrien. Avec la permission de Nathalie, la PPO entre dans sa maison et ressaisissent les armes à feu et les arbalètes à Basile. Le lendemain de son arrestation, Basile est refusé une libération sous caution. Et elle deserve pas anyway. Non. Il est maintenant derrière des barreaux et il devra y rester pendant au moins 117 jours en attente de son procès. C'est un oasis de sécurité pour Nathalie et ses enfants. Good. Pendant sa détention, Basile crache sur un policier et crache sur un garde de sécurité à la cour, qui est son propre cousin. Oh, OK. Il urine sur le tapis de sa cellule de détention dans la cour. Oh my God! En affirmant que les policiers ne le laissent pas aller aux toilettes. 3 charges sont ajoutées à son dossier pour le crachage et l'urinage. Ben ouais. Le total s'élève maintenant à 11. Bravo, Basile! Le jour du procès, le 18 décembre 2012, Basile plaide coupable à 6 des charges. La charge de menace de mort contre Marianne est abandonnée après une requête de la couronne. Pourquoi, je ne sais pas. Ouais. Une charge d'agression contre Nathalie Warmerdam est également abandonnée. Non! Ainsi que la charge d'urination dans sa cellule. Pourquoi? Je sais pas. C'est toujours ça qui arrive avec Basile. Voyons donc! 2 autres charges en relation à des peace bonds sont aussi abandonnées. Parce que si tu te souviens, il y avait un peace bond d'1 an de ne pas approcher ou de parler à Marianne. Il a probablement violé ça aussi, mais ils ont abandonné les charges. J'ai aucune explication pourquoi que tellement de charges contre Basile sont toujours abandonnées. C'est inexplicable. Cet homme-là
fait jamais face à même 1% des conséquences qu'il mérite. Non, c'est ça. En tout, pour avoir menacé Adrien de mort, le juge condamne Basile à, attache ta tuque, Non. 150 jours de prison. Un autre tape ses doigts. Pour te mettre plus en crise, Oh, man. Je suis déjà en crise. ça faisait déjà 117 jours que Basile passait en prison. Oh, non, il y a time served. Donc, dans 3 semaines, le 8 janvier 2013, Basile sera en liberté. Zif. 3 semaines. Tu il a eu son time served en plus. Voyons donc. La tape sur les doigts à Basile inclut une période de probation de 2 ans. Il doit vivre à un endroit... Oui, probation. Il doit vivre à un endroit approuvé par son agent de probation. Il doit suivre un programme de réhabilitation d'alcool. Il doit aussi suivre, à ses frais, le programme ontarien PAR, c'est Partner Abuse Response, de 12 semaines. C'est un programme qui est censé d'aider les batteurs de femmes à se rétablir de leur patron de violence. Ben oui. Opinion choc ici, là. Je crois pas pour une fraction de seconde à la réhabilitation d'un homme qui bat une femme. T'es un gaspillage d'oxygène, une nuisance à la société, un cancer sans espoir sur 2 pattes. Basile, à la grande surprise de personne, ne suivra jamais le programme Partner Abuse Response et n'aura jamais aucune conséquence légale pour sa désobéissance. C'était ordonné par la Cour, puis personne ne fait rien, même s'il ne suit pas le programme. Comme, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi du tout. C'est comme, il l'a-tu fait? Faut qu'il montre des preuves qu'il l'a fait. Non. Il l'a jamais fait. Il n'y a pas personne qui a checké s'il l'avait fait ou non, ou personne care. Tout le monde s'en sac. C'est ça. C'est plein de choses. Comme j'ai lu le livre, là, puis je ne vais pas aller en grand détail sur pourquoi il ne suit pas Partner Abuse, mais c'est comme c'est lui qui se traîne les pattes, c'est l'agent de probation qui ne pousse pas assez fort. C'est un des gros problèmes qu'il y a aussi avec son programme de réhabilitation, c'est que le programme est offert dans la même ville que Nathalie demeure, puis il n'a pas le droit d'aller dans la ville. Puis comme la bureaucratie semble bloquer, puis ils sont pas capables de l'envoyer ailleurs, passer le programme, tu sais. Ben oui, mais écoute. Ah non, c'est pas une bonne excuse, je sais. C'est juste... aller avec... C'est ça qui est arrivé. Il pourrait le watcher, le surveiller, se rendre là. Tu sais, je veux dire, je comprends qu'il y a de la bureaucratie, des sortes d'affaires administratives, whatever. Mais en même temps, c'est comme... T'as été mandaté par la Cour pour faire ce programme-là. Puis je dis pas que ça aurait fonctionné ou non, mais c'est ça qui était ta conséquence. La conséquence n'a pas été faite, puis il aurait dû être faite dans un laps de temps aussi. Ouais, comme moi, j'étais sous l'impression que quand la Cour t'ordonne de faire quelque chose, si tu le fais pas, tu retournes en prison. Exact. Mais dans ce cas-ci, si tu le fais pas, exactement rien arrive. Ben pourquoi que lui se forcerait à faire quoi que ce soit quand il n'y a jamais de conséquences? Ouais. Il n'y a rien eu. 150 jours. C'est tout, là. So far, il n'y a rien eu. Basile est aussi interdit de posséder une arme à feu pour le prochain 10 ans. La police saisit toutes les armes à Basile. Mais, une autre erreur là, de bureaucratie, ils oublient de saisir son permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Un policier dira plus tard que le permis n'était pas sur l'ordre du juge. Apparemment, c'est une erreur administrative. Il était supposé d'être sur l'ordre. Une autre erreur. C'est important parce que Basile venait juste de renouveler son permis pour 5 ans, donc jusqu'en 2017. Et, en Ontario, à ce temps-là, un acheteur devait simplement présenter son permis pour acheter une arme. Le commerçant, avant 2022, n'avait aucune obligation de valider le permis. Fait que même s'il y a un ordre de la Cour qui n'a pas le droit de posséder une arme pour 10 ans, puis qui n'est pas supposé avoir sa carte, ils ont oublié de saisir sa carte, puis il n'y a personne qui est obligé de vérifier si la carte est bonne quand il achète une arme. Puis on peut pas retourner checker non plus s'il y en avait d'autres, là. Non. Oh my goodness. Nathalie ne se sent pas en sécurité pantoute avec Basile en liberté. Elle obtient, à ses frais, un MTS, c'est un Mobile Tracking System. C'est essentiellement un bouton panique qu'elle porte sur elle-même. Ça alerte immédiatement les services policiers lorsque le bouton est appuyé. Elle s'achète un fusil de chasse, c'est un shotgun, qu'elle garde sous son lit pour se protéger de Basile. Oh my goodness. Elle installe des caméras de sécurité chez elle. Nathalie a très peur. Comme tu as dit tantôt, là, Nathalie, wake up, là, tu voulais la brasser puis la réveiller. Bien, Nathalie s'est réveillée. Elle est réveillée. Hein? Oui. Oh. Pauvre Nathalie.
Le 8 janvier, fait que 3 semaines après, Basil sort de prison. Une belle petite vacance avec repas payé. Une des conditions de sa libération, je l'ai dit tantôt, c'est qu'il doit habiter seulement à un endroit approuvé par son agent de probation. Premièrement, il vit chez son frère à Renfrew, à environ 60 km de chez Nathalie. 4 mois plus tard, Basil demande de déménager à Killaloe, à seulement 19 km de chez Nathalie. L'agent de probation accepte, en consultant exactement personne. Pour l'agent, ça veut dire qu'il peut se débarrasser du dossier à Basil et l'envoyer au bureau de Pembroke au lieu. Mais il n'a pas le droit d'être là, right? Il n'a pas le droit d'être dans cette ville-là. C'est pas nécessairement qu'il n'a pas le droit, c'est qu'il est supposé de consulter la police, il est supposé de consulter les victimes, tout ça, avant d'approuver le déménagement. Mais lui, il consulte exactement personne, puis il dit « Ouais, déménage où tu veux ». Mais il n'y avait pas de... Ah, OK, c'était peut-être juste avec Marianne qui avait le... Ouais, le peace bond, pour l'empêcher d'être proche de Marianne. Ouais, mais c'est comment t'appelles ça, là? Le... Restraining order? Restraining order. Ouais, il n'y a pas contre Nathalie. Non. OK, je pensais qu'il n'avait pas le droit d'être dans la même ville que Nathalie, vu que le père était dans la ville de Nathalie. C'est vrai, j'ai lu ça. Ouais. Oui, t'as raison, oui. Mais ça veut dire, c'est à 19 km de chez eux. C'est pas comme techniquement dans la même ville, mais c'est crissement proche. Okay? Si que l'agent de probation aurait actually checké. Ouais. Nathalie apprend que Basil est de retour proche de chez elle par chance, lorsqu'un de ses amis voit Basil à sa nouvelle adresse à Killaloe. Nathalie contacte la PPO pour se plaindre, et la PPO aussi est surprise, parce qu'eux autres non plus n'étaient pas au courant du déménagement. Misère. Plus tard, on découvrira que l'agent de probation à Pembroke avait tenté de refuser le dossier, sachant que ça n'avait pas de bon sens. Plusieurs fonctionnaires du système se sont opposés au déménagement, mais malheureusement, tout ça, c'est après les faits. C'est trop tard. L'agent a déjà signé. La décision va se rendre jusqu'à un juge. Vraiment? Qui tranche que l'agent de probation ne peut pas changer d'idée pour l'approbation du déménagement. Ah, ouais. Ils sont obligés de le laisser faire parce que l'agent de probation a signé, a dit oui. C'est fucking dumb. Puis il n'y a personne qui décide comme, OK, c'est parce que là, le gars, il est très dangereux. Il y a une raison pourquoi il va être proche de Nathalie, là. Comme s'il y a bien un temps, tu sais que tu devrais faire une exception, là, c'est ici, là. C'est un autre des dizaines d'exemples du système de justice ontarien qui fucking plante complètement quand ça vient à contenir Basil Borutsky. Frustrant. T'es-tu choqué, tu t'en crisses? M'en viens là. J'ai encore 2 autres femmes à te parler de. Partie 5. Anastasia Kuzik. Anastasia, appelée Stasia, ou simplement Stache, c'est la plus jeune de sa famille. Dans toutes les autres sources que j'ai vues, puis dans des entrevues avec ses sœurs, etc., il l'appelle Stasia. Donc, moi, je vais l'appeler Stasia aussi, c'est plus facile. Née le 6 janvier 1979, elle est pas bien plus vieille que nous autres. Depuis qu'elle est jeune, elle aime beaucoup la nature. Elle grandit en campagne, et d'un très jeune âge, elle devient très habile à cheval, participant à plusieurs compétitions d'équitation. Ses parents l'emmènent souvent faire du camping et du plein air dans le comté de Renfrew. Après sa graduation, Stasia et sa mère Sirpa déménagent dans le comté de Renfrew, dans la petite ville de Wilno. Stasia travaille premièrement à la taverne de Wilno. Ensuite, elle fait du ménage pour enfin devenir agente immobilière pour Century 21. J'ai trouvé une affiche Century 21 avec Stasia dessus. Oh. Je vais mettre ça sur Facebook. Cool. OK. Puis, parce qu'on aime les puppies, Stasia a un chien nommé Shiba qu'elle aime beaucoup. C'est un husky? Je le savais que tu demanderais. J'ai essayé de trouver quelle sorte de chien qu'elle avait, puis j'ai pas trouvé, malheureusement. C'est peut-être un Shiba Inu. En janvier 2013, lorsque Basil est libéré de prison de sa peine de 150 jours, il décide de contacter Stasia. Stasia et Basil se connaissaient depuis assez longtemps déjà, mais juste en tant qu'amis. OK. Elle l'avait premièrement croisé à la taverne Wilno quand elle travaillait là. Plus tard, en tant qu'agente immobilière, Basil était son client lorsqu'il se cherchait un nouvel endroit à vivre pendant sa séparation avec Marianne Mask. Pendant que la maison à Marianne et Basil était vide, et avant l'incendie, Stasia et son copain Eric Thompson étaient locataires de la maison. Donc, et je vais dire présumément, parce que c'est pas prouvé en cours, mais c'est crissement évident, Basil louait la maison à Stasia et Eric, et quand il a été obligé de redonner la maison à Marianne,
Stasia et Eric ont déménagé ailleurs et Basil a crissé le feu dans la maison. OK. En janvier 2013, Stasia vient de casser avec son chum Eric. La séparation est difficile. Stasia, comme Nathalie, est vulnérable. Femme vulnérable qui sort d'une relation, ça s'en vient un patron pour Basil. Ben oui. Stasia, elle vient d'acheter une maison en campagne, mais elle a de la difficulté financièrement depuis la séparation. Sa mère dit que Stasia a manqué de bois de chauffage cet hiver-là. Ça va mal. C'est à ce temps-là que Basil, tout frais sorti de prison, s'introduit dans la vie à Stasia. Il dit qu'il va la supporter pendant sa séparation et qu'il fera des réparations gratuitement autour de la maison. Stasia affirme que Basil était gentil au début, hein? Ben oui, toujours gentil au début. Faut Comme pas tout- qu'il montre ses vraies couleurs tout de suite. Comme tous les abuseurs. Ben oui. Initialement, Stasia aussi essaye de supporter Basil. Il était obligé, tu te rappelles, par son agent de probation, de vivre à une adresse spécifique approuvée par l'agent, mais en novembre 2013, Basil déménage dans la maison de Stasia à Wilno, ce qu'il n'a pas le droit de faire. Les deux font du mieux qu'ils peuvent pour faire croire que Basil demeure toujours chez lui. Non. Ils déneigent l'entrée, ils font certain qu'il y a des traces de souliers dans la cour, tout pour montrer des signes que Basil est là si l'agent de probation décide de passer en avant. Pourquoi que Stasia s'enjôle avec un ex-criminel, je ne sais pas. Je ne veux pas faire de victim blaming non plus. Mais malheureusement, Stasia dit que son amitié avec Basil a dérapé un peu trop loin dans l'intimité après une soirée bien arrosée Of course. et que Basil l'avait ensuite pressée d'être sa copine, ce qu'elle a malheureusement accepté. Le 17 novembre 2013, juste une couple de jours après que Basil ait illégalement déménagé chez elle, Stasia place un appel au service des victimes du comté de Renfrew. Elle dit que Basil est récemment déménagé chez elle, qu'il boit beaucoup et qu'il est violent. Stasia dit au service des victimes qu'elle a honte de sa situation et qu'elle ne veut surtout pas que sa famille soit au courant de l'abus qu'elle vit. Elle veut pas que sa famille le sache. Elle a honte. Elle a honte, ouais. Elle veut pas que ça se sache. Ouais. Comme si j'ai invité un homme chez nous, puis tout, puis là, tu sais, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai invité. Là. Ben ouais, c'est ça. Mais même après l'appel au service des victimes, Stasia et Basil demeureront ensemble pour environ 2 mois. La relation courte, mais tumultueuse, est un calvaire pour Stasia. Basil continue de boire, l'alcool alimentant son agression. Le soir du 30 décembre 2013, Basil attaque Stasia dans sa chambre à coucher. Oh non. Il la frappe au visage et tente de l'étrangler. Un document de la cour décrit l'attaque. J'ai traduit un extrait. Buritsky buvait beaucoup et il est devenu fou de rage. Il a battu Anastasia pendant plusieurs heures. Des heures? D'abord, il la tenait, puis il la frappait avec la main ouverte d'un côté et de l'autre de son visage. Ses yeux étaient noirs, tout comme les deux côtés de son visage. Elle avait des ecchymoses en forme de doigts sur ses bras. Il a essayé de l'étrangler à plusieurs reprises pendant l'attaque, en utilisant ses 2 mains. L'attaque a commencé vers 21 heures et s'est terminée à 2 heures du matin. Ah! Vers la fin de l'attaque, Oh! elle le suppliait qu'il la tue. Puis elle a subi une commotion cérébrale. Fin de l'extrait. Oh my God, il empire! Pendant 5 heures. C'est 5 fucking heures. Il l'a battue. Il l'a tellement battue qu'elle voulait mourir. Oh, il mérite de mourir! Il mérite de se faire battre pendant 5 heures, lui tout! Stasia, elle témoigne que, et je cite, « Il continuait de me frapper, et continuait, et continuait. Je criais, et à un certain point, je le suppliais de me tuer. Ça faisait tellement mal, je sentais plus mon visage. Il voulait que j'arrête de parler et j'arrête de faire du bruit. Il tenait ma bouche et avait ses mains alentour de mon cou, pesant fort. Il m'empêchait de faire du bruit. » Fin de la citation. Elle révèle que Basil lui a raconté de ses rêves, où il étrangle ou noie ses ex-copines, Marianne et Nathalie. Il rêve de les tuer. Stasia dit Ouf. « Je croyais réellement qu'il me tuerait. » Basil est tellement affreux qu'il brûle même des jouets de son enfance qu'elle avait chez elle, incluant un cheval berçant en bois, elle qui aimait tant les chevaux. Oh. Stasia, après tout ça, comme plusieurs femmes battues, elle va pas à la police tout de suite. Elle a honte d'être une femme battue et elle a peur de son agresseur.
Une semaine plus tard, le 6 janvier, à la fête des 35 ans à Stasia, sa sœur Lara est en visite chez elle. Stasia dit à sa sœur que ses blessures sont le résultat d'un arbre qui aurait tombé sur sa voiture. Basil est là, puis écoute. Of course. Pas de danger qu'elle laisse tout seule. Lorsqu'elle est certaine que Basil n'écoute plus, elle révèle à sa sœur que Basil l'a battu. Aucune des deux femmes n'ira à la police tout de suite. Mais voyons la sœur. Tu peux pas l'aider? Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, on peut juste supposer. Quelques semaines plus tard, le 22 janvier 2014, Basil devient frustré avec Stasia lorsqu'elle refuse de faire l'amour avec lui. Stasia dit à Basil qu'elle ne veut plus qu'il demeure chez elle, et elle réussit à l'embarrer dehors. J'ai vérifié, la nuit du 22 au 23 janvier 2014, il fait moins 28 degrés Celsius dans cette région-là. Ah. Ben bon, mon esti, gèle dehors. Puis dans son... dans l'interrogatoire avec Basil, il dit qu'il est dehors comme nu. Ou peut-être comme en bobette ou quelque chose, mais il était pas vraiment bien habillé. Là. Ouais, mais il y a encore son appartement qu'elle chez eux. Mais c'est pas de même que ça se passe, il gèlera pas dehors. Pendant que Stasia dormait, Basil réussit à entrer par effraction dans la maison. Oh non! Il prend les clés de la voiture de la mère à Stasia et prend aussi le portefeuille et le cellulaire à Stasia. OK, mais pourquoi que c'est la voiture de sa mère? Je sais pas. OK. La voiture de la mère est là. OK, on le sait pas. Non. OK. Il quitte sans agresser Stasia, mais avec la voiture de la mère à Stasia. Le lendemain matin, Stasia contacte finalement la police. Elle déclare que la voiture de sa mère a été volée et avoue que Basil l'a battue le 30 décembre. Mais elle ne veut pas porter plainte. La police, eux, ils savent c'est qui Basil. Ben oui. Ils savent que c'est un batteur de femmes. Le lendemain, le 24 janvier, Basil est accusé de 9 crimes. La police veut le pogner pour le plus de crimes possible. Agression physique et strangulation. Il est aussi accusé de possession d'armes. Il y avait une arbalète chez lui quand il a été arrêté. Lui qui était interdit de posséder une arme pendant 10 ans après son premier séjour en prison. OK, good. Mais... Fait qu'il avait réussi à se réarmer un peu. Là. Une couple de jours après l'arrestation, Stasia s'informe si les charges peuvent être annulées. Non! Stasia, comme Nathalie Warmerdam, a peur. En plus, Stasia a honte d'être une femme battue. Non. Elle veut pas que sa famille et ses amis le sachent. Non. C'est souvent le cycle interminable que les femmes battues vivent. Si je le mets en prison, il va être choqué contre moi, puis quand il va sortir, il va s'en prendre à moi encore plus. Je peux comprendre parce qu'à date, il y a juste eu comme des petites tapes ses mains, là. Mais, non, faut qu'elle porte plainte, faut qu'elle les garde. Nathalie Warmerdam a rejoint Stasia, elle apprend c'est qui, puis qu'elle a de la misère avec Basil. Oh! Puis elle a réussi à convaincre Stasia de ne pas abandonner sa poursuite légale contre Basil. On doit le mettre en prison. On doit empêcher que ceci arrive à une autre femme. Même avec son hésitance, Stasia témoigne en cours contre Basil. Elle n'avait pas contacté la police immédiatement après l'attaque, mais elle avait pris des photos de ses blessures. Photos qui serviront d'éléments de preuve en cours. OK. Basil, lui, nie toute responsabilité pour l'attaque. Ben oui. Il dit qu'il s'en souvient pas. Il dit qu'il est même pas en relation avec Anastasia, qu'il la voit plutôt comme sa fille. Puis que finalement... Oh, come on, gross. Puis que Stasia, finalement, là, c'était pas la cible de son attaque. C'est plutôt les autres femmes dans sa vie, celles qui ont gâché sa vie, faisant référence à Marianne Mask, Laura Kelly et Nathalie Warmerdam, qui étaient les vraies cibles de l'attaque. En anglais, c'est écrit You took the beating for them. Ouais, mais il l'a quand même no matter what, il l'a quand même battu. Ça fait pas de sens. Ça change rien. Non. Franchement. OK. So, tu peux battre n'importe qui tu veux, c'est en autant que c'était pas visé sur elle. Voyons donc. Le 12 septembre 2014, Basil est trouvé coupable de 8 chefs d'accusation. Mais pourtant, il a été accusé de 9 crimes. C'est qu'il a été trouvé non coupable en lien avec la destruction du cheval berçant en bois. Hein? Cheval qui a été clairement brûlé, mais il est non coupable pour ça. En tout cas, c'est juste une petite note, là. Ben oui, c'est donc ben niaiseux.
Le juge Wilson note que Basil a commis ces nouveaux crimes en probation pour d'autres crimes et qu'il n'a pas aucune indication que M. Borutsky fait des efforts pour sa réhabilitation. Tu sais, comme je t'ai dit tantôt, il n'a pas suivi aucun des programmes. Non. Il n'essaye pas pantoute. Non. 6 jours plus tard, Basil est condamné à combien de temps, Mireille? 1 mois. Attache ta tuque. 510 jours de prison. Ah ben, OK. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup pantoute. Mais... Puis attache ta tuque encore parce que le outrage finit pas là. 350 jours sont crédités dès la sentence. Non! Parce qu'il a passé 233 jours en prison en attente du procès. Fait qu'il lui reste juste 160 jours à purger. Un autre tape ses doigts pour Basil. Premièrement... Je suis vraiment écœurée, là. J'étais écœurée qu'il n'y a rien qui y arrive. Oui. Premièrement, 117 jours pour avoir menacé le fils à Nathalie. Et là, 160 jours pour avoir battu Stasia pendant 5 heures, volé une voiture, possession d'armes et violation de sa probation. Puis c'est ça, la possession d'armes, il était même pas supposé de n'avoir. Pour 10 ans, ouais. C'est what the fuck, what the actual fuck. Oui. Il y a eu une revue de tout l'historique à Basil plus tard. Sais-tu c'est quoi la raison donnée pour la sentence extrêmement clémente? C'est que techniquement, Il n'y en a pas. Basil n'a jamais été coupable d'une agression dans le passé. C'est sa première offense. Mais ça l'est pas. Non! C'est techniquement. Je te dis pas que c'est une bonne raison. Je te dis que c'est ça la raison qu'il donne. Mais, OK, est-ce que... Le juge n'a pas le droit de prendre en considération toutes les accusations qui ont été abandonnées dans le passé. J'aimerais ça qu'à un moment donné, la loi change pour ça, puis que les victimes n'ont plus le droit d'enlever leur... De retirer les plaintes? De retirer les plaintes, c'est ça. Ouais. Donc, j'aimerais ça qu'à un moment donné, là, que les polices soient comme non. Non, comme je sais que t'as peur. Ben, c'est un peu ça qu'ils ont fait avec Stasia, parce qu'elle a juste téléphoné, elle, pour le vol de voiture. Mais elle voulait retirer la plainte. Puis plus tard, elle voulait retirer la plainte. Mais les polices disent non, on le pogne, tu sais. Mais c'est à cause de Nathalie, non? Oui, Nathalie l'a convaincu de ne pas le faire. Mais il y a comment de femmes qui finissent par se faire tuer à cause de ça? À cause qu'ils ont tellement peur, ils retirent ça, puis là, les hommes, ils le bas en prison. Ça devrait pas arriver. Il y a eu tellement de plaintes contre lui. Puis les polices le savent que c'est un batteur de femmes. Ils le savent. Bah oui, je t'ai dit que ça te ferait réagir, le cas. Je sais, mais comme... C'est affreux, là. Puis c'est pas fini, là. Sa sentence inclut une interdiction d'être en dedans de 500 mètres de Stasia, de sa sœur, de la maison à Stasia ou de son lieu de travail. À sa sortie de prison le 27 décembre 2014, Basil refuse de signer son ordre de reconnaissance de supervision. Ça change rien légalement, il est quand même obligé de suivre ses conditions. C'est juste pour montrer à quel point il est défiant et à quel point les autorités le laissent faire. Soit il refuse de signer, puis c'est pas grave. C'est ça, ouais. Comme quand tu sors de prison, ouais. Comme toutes tes conditions, genre comme tu sais, probation, suite à le programme, whatever, faut que tu signes un papier. Oui. Basil a dit non, moi je signe pas. Puis on dit whatever, puis ils l'ont laissé partir quand même. OK, mais s'il signe pas, est-ce qu'il peut revenir et dire j'ai pas vu ça, je l'ai pas signé, je l'ai pas vu? Non, j'ai dit, hein, ça change rien légalement. La signature, c'est juste comme une formalité, là. C'est juste, encore là, j'ai dit, c'est juste pour montrer, lui, il s'en calisse, il est défiant, puis eux autres, ils le laissent faire. Comme moi, j'aimerais ça que, si tu signes pas le papier, ben, que ça retourne en dedans, là, c'est pas plus compliqué que ça. Exactement. Pourquoi? Encore une fois, une de ses conditions de sa libération, c'est qu'il complète le programme PAR, le Partner Assault Response. Puis encore une fois, Basil refuse d'y participer, et encore une fois, il n'y aura pas aucune conséquence légale pour son refus. Ça fait 2 fois qu'il pogne. Je m'en viens vraiment fâché. Ça fait 2 fois qu'il va en prison pour 3-4 jours. Là. Ça fait 2 fois qu'ils disent faut que tu suives ce programme-là. C'est un programme pour gérer tes impulsions violentes. Puis lui, il est comme non, fuck you. C'est la faute des femmes. C'est pas ma faute. Mais c'est mandaté par la cour. Pourquoi qu'il n'y a pas de suivi? Pourquoi qu'il n'y a rien qui se passe? Ça me fâche. Partie 6. Carol Colleton. Un autre. Carol Leona Colleton est née le 6 mai 1949 à Chalk River, en Ontario.
Elle est la plus jeune d'une famille de 5. Carol est mariée avec Bob McCarty, un agent immobilier. Elle est agente de paie dans le département de l'agriculture du Canada. Après plusieurs années de travail à Agriculture Canada, elle quitte son emploi pour ouvrir un magasin seconde main. Mais l'entreprise n'est pas très rentable et elle doit l'abandonner. Éventuellement, elle retourne à son vieil emploi à Agriculture Canada. Carol est pétillante, elle aime le jardinage, jouer aux cartes et photographier des oiseaux sauvages. She bubbly? She bubbly. Carol et son époux Bob ont un joli petit chalet sur le bord du lac Kaminiskeag, juste à l'ouest de Combermere en Ontario. En mai 2012, Bob décède tragiquement d'un cancer. Oh. Il avait 65 ans. Oh non! Carol et Bob ont été mariés pendant 35 belles années, mais malheureusement, leur plan de vivre une belle retraite ensemble s'effondre à cause du cancer. Oh. Carol fête ses 63 ans le lendemain du décès de son époux. Oh my God! Il lui reste encore 3 ans de travail avant de pouvoir prendre sa pleine retraite. Pauvre madame. Ne voulant pas s'apitoyer sur son sort, Carol se fait de nouveaux amis. Elle se met à fréquenter un groupe composé surtout d'hommes qui adoptent immédiatement Carol comme un des boys. Puis il blague en disant que Carol, c'est vraiment Carl. Oh, il l'appelle Carl. En anglais, ça marche plus. Là, Carol is Carl, c'est plus proche. Mais Carl, Carol. Ouais, non, pas vraiment. Mais ouais, c'est drôle ça. Carol is Carl, moi ça m'a fait penser à Finkel is Einhorn. Einhorn is Finkel. Finkel, Einhorn, Finkel, Einhorn. OK, fin de la tangente de Ace Ventura. Mais depuis la mort de Bob, Carol a des difficultés financières. Elle ne pourra pas garder le chalet une fois qu'elle est retraitée. Carol calcule qu'elle doit vendre son chalet et sa maison et se trouver un petit appartement à Ottawa pour pouvoir arriver financièrement. Faut qu'elle fasse tout ça, planifier sa retraite, vendre ses propriétés, etc., sans l'amour de sa vie, sans Bob. Oh. Carol, comme Nathalie et comme Stasia, est vulnérable. Ben oui. Basil connaissait déjà Carol et Bob. Ils avaient rencontré plusieurs fois dans les restaurants près de leur chalet. Carol et Bob avaient même embauché Basil pour effectuer des travaux de réparation à leur chalet. C'est pas clair quand, mais environ 1 an après le décès de Bob, donc quelque temps pendant l'été 2013, Carol et Basil seraient vus une couple de fois. Ça serait juste avant qu'ils déménagent chez Stasia. Ah, OK. Carol était 8 ans plus vieille que Basil, mais elle matche bien le type à Basil. Vulnérable, vient de terminer une relation, possède une maison. Fait qu'ils se voyaient une couple de fois en 2013, puis pas longtemps après, Basil s'est mis à poursuivre Stasia au lieu, laissant sa relation avec Carol. Carol, tant qu'à elle, s'est mis à fréquenter un autre homme nommé Robin Craig. Les deux vivent ensemble pendant environ 1 an, mais rendu au printemps 2014, la relation ne fonctionne plus puis les deux se quittent. 6 mois après sa 2e libération de prison, Basil cherche à réallumer les feux de l'amour avec Carol. Il l'avait croisée dans un bar la fin de semaine de la Fête du Canada en juillet 2014 et avait pris connaissance des plans à Carol de vendre son chalet au lac Kaminiskeag. Il dit à Carol qu'il peut l'aider avec des réparations. Ben oui. Pour augmenter la valeur du chalet avant qu'il soit vendu. Déjà vu. Carol dit à une amie que Basil cherche juste quelque chose à faire, il n'y a rien de mal. Puis en plus, Carol et Bob y avaient déjà embauché Basil pour des réparations au chalet. What could possibly go wrong? Mais Basil, lui, révèle plutôt à un de ses amis qu'il veut faire des travaux au chalet à Carol dans le but de pouvoir passer l'hiver là. Même si Carol avait pourtant dit qu'elle voulait mettre le chalet à vendre à l'automne. Basil veut profiter de Carol. Of course. Okay. Avant la fin de juillet, donc même pas 1 mois après leur rencontre là, à la Fête du Canada, la relation entre Carol et Basil commence déjà à survivre. Basil fait des travaux sur le chalet sans consulter Carol. Oh non. Il change une lumière à l'extérieur. Il construit un patio sans sa permission. Il change des choses de place, etc. La liste est longue. Il effectue des travaux à son goût sur le chalet, ignorant les demandes de Carol. Wow. Carol elle demande à Basil de ne pas se présenter au chalet pendant qu'elle a de la visite. Mais il arrive souvent sans invitation. Carol se plaint à ses amis que les travaux n'avancent pas à son goût puis que ça retarde la mise en vente de son chalet.
Mais ça, c'est le plan à Basile. Ouais. Mais ils sont pas en couple, là. Non. OK. Basile essaye de réanimer la courte relation qu'il a eue avec Carole en 2013, OK. mais Carole n'est pas intéressée. Pas Good. pantoute. Go, Carole. Un jour, puis là, je l'ai pas dit, là, Carole, elle a son chalet dans cette région-là, mais elle reste à Ottawa, puis elle travaille à Ottawa. OK. Un jour, Carole revient du travail à sa maison à Ottawa et est très surprise, même effrayée, que Basile est là, devant son entrée. Il l'attend. Fais-le. Pourtant, elle lui avait jamais donné son adresse. Basile avait trouvé l'adresse sur une carte de Noël qu'il avait lue au chalet. Oh my God. Creep. Ouais. OK. Carole dit à Basile qu'il n'est pas bienvenu chez elle et qu'il devrait quitter. Une fin de semaine en début septembre, Carole invite un vieil ami, Jim Kelly, à son chalet. Il connaissait bien Basile auparavant et Carole voulait simplement que les deux refassent connaissance. Pendant la soirée, Carole, après quelques verres, serait assise trop près de Jim Kelly pour les goûts à Basile. De quoi je me mêle, Basile? En rage de jalousie, Basile et Carole se chicanent à haute voix. Wow. Basile détruit un jardin de fleurs qu'il avait planté et ensuite il arrache une rampe sur le patio. Aïe aïe. Comme il est violent à cause qu'elle s'est assise trop proche de quelqu'un d'autre. C'est même pas sa blonde. C'est même pas sa blonde. Non. Non, elle veut rien savoir. Wow. Après la chicane, et débutant le 8 septembre 2015, Basile se met à texter Carole agressivement. Oh. Il l'accuse de nuire à leur nouvelle relation. Il lui texte « Pourquoi est-ce que tu vis un mensonge? On est fait pour être ensemble. Hi, OK. Je dépense tout mon argent pour réparer ton chalet. » Il lui texte que si elle les empêche d'être ensemble, des choses mauvaises arriveront. Un feu de forêt de mauvaises choses, pour moi et pour toi. Carole répond « Please stop. » Ça, c'est toujours la meilleure manière de gagner l'amour de quelqu'un, hein? Ouais. Si tu me veux pas, là, Je te menace. watch out. Basile est en faux amour avec Carole, mais Carole le rejette. Et ça, c'est dangereux pour un homme comme Basile. La prochaine fin de semaine, Carole est au chalet avec un agent immobilier, Ron Etier. Sa retraite est dans une semaine. Elle doit absolument mettre le chalet à vente. Quand il arrive, Basile y est là, comme une grosse tache de marde qui part pas. Exactement. Ron, l'agent immobilier, dit à Basile que tous les travaux qu'il fait, ça nuit à la vente du chalet. Mais Basile n'est pas d'accord. Ses travaux sont indispensables. Finalement, Basile quitte. Pas longtemps après, il est de retour. Cette fois-là, il arrive en bateau. Probablement pour espionner sur Carole, parce qu'il est avec un homme, right? Il est avec Ron. Ron et Carole tentent de convaincre Basile de quitter. Ça n'a pas de bon sens, laisse-nous tranquille. Oui. Ils disent qu'il y a un orage qui s'en vient, puis ils réussissent à convaincre Basile de quitter, parce qu'il est en bateau, puis il devrait partir avant que l'orage commence. Mais, jamais 203, à 22 heures, Basile revient, à pied cette fois-là. Ah, il retourne-ci. Il dit que le bateau qu'il avait emprunté était en panne. « I don't believe you, Basil. » Oui, non. Ron Etier offre à Basile de le reconduire à la maison. Mais Basile refuse. Il veut absolument être près de Carole. T'sais, il a retourné 3 fois ce jour-là parce qu'il est avec elle. Il veut être seul avec elle, là. Ouais. Il n'arrête pas de revenir parce qu'il la surveille. Il est jaloux. Oui. Carole veut diffuser la situation. Elle pense qu'elle peut atténuer Basile. Elle décide de le laisser dormir dans une tente roulotte sur sa propriété au chalet. Non. Basile suspecte tous les hommes autour de Carole d'usurper sa relation romantique imaginée. Ouais, c'est ça. Quelle? Plus tard, Basile dira qu'il était convaincu que Carole avait laissé son amant, Robin Craig, en nous pour faire de la place pour une relation avec lui. He's a little de loulou. Ouais, ces délusions narcissiques sont un cancer qui engouffre son hôte. Aïe, aïe. En réalité, Carole essayait d'arranger les choses avec Robin. Le 20 septembre, en espérant que Basile la laisse tranquille, elle lui texte qu'elle et Robin ont repris ensemble et qu'il devrait maintenant arrêter de la contacter. Basile répond « Est-ce que l'alcool a affaibli ton jugement? Nous sommes encore des soulmates. » Ah! Puis Carole répond « Please don't bother me. Please stop. »
Comme elle répond toujours très brièvement, juste arrête puis tout. Laisse-moi tranquille, c'est... Ouais. Comme ses réponses laissent rien à l'interprétation. Elles sont claires, nettes et précises. C'est ça. Le lendemain, le 21 septembre, Carole est à son chalet. Elle fait des préparations pour une visite d'une agente immobilière. En après-midi, Basile arrive sans invitation. Encore. Les deux ont une chicane verbale. Mais Basile quitte sans violence. Il lui envoie plusieurs textes ce soir-là, encore. Il dit qu'elle est cruelle et égocentrique. Il dit qu'il pense avoir mis 480 heures d'ouvrage dans le chalet, puis que ça vaut au moins 10 000 piastres. Comme genre, tu me dois 10 000 piastres. Il dit, le karma te retrouvera. Je souhaiterais ne t'avoir jamais connu. Oh my God! Get the fuck out, Basile. Basile rédige une lettre qu'il postera ce même jour. C'est une lettre adressée à Carole. Voici quelques extraits de la lettre. Oh my. Si j'avais connu Bob un peu plus, je n'aurais jamais couché avec toi. Entre nous deux, c'était l'amour à première vue. Puis je viens de recevoir ton texte à propos de Robin Craig. Tu sais, quand il a dit moi puis Robin, on le reprend ensemble. Ouais. Je suis dévasté. Tu sais que ce n'est pas toi, ça. L'alcool n'est pas ton ami. Parle-moi, c'est pas trop tard. Mais Carole ne lira jamais cette lettre. Ah non, comment ça? Carole reste au chalet ce soir-là. Elle appelle son copain Robin plus tard. Il la supplie de revenir en ville, à Ottawa, en sécurité, loin de Basile. Mais Carole refuse. Elle a un rendez-vous le lendemain avec une agente immobilière et elle l'attendait pour une visite à 11 heures. Oh. L'agente devait prendre des photos du chalet et les deux discuteraient du prix de vente. Elle vient juste de se retirer la semaine d'avant, si je ne me trompe pas, là, puis ça fait depuis l'automne d'avant que ça presse de vendre le chalet. Fait que pour Carole, c'est très important, là, cette rencontre-là. Carole dit, si Basile revient au chalet, je vais appeler le 911. Ce soir-là, Basile, lui qui vit maintenant chez sa fille Sarah à Palmer Rapids, il reçoit la visite d'une voisine pendant qu'il lisait sa Bible. Si je t'ai dit au début, il vient d'une famille catholique, il a toujours été comme assez religieux. Bon, sure. Ouais. C'est une dame âgée du coin, puis elle est inquiète pour Basile, elle dit. Les deux jasent d'éthique et de moralité tout en prenant quelques verres. Lorsque la voisine quitte pour rentrer chez elle, Basile se remet à lire sa Bible. Il est en train de trouver une justification pour son plan. Vers minuit, il emprunte la voiture d'une locataire dans l'édifice où sa fille habite. Il avait réparé les freins de sa voiture gratuitement et elle lui avait permis de prendre sa voiture quand il voulait. Ah, voyons donc, tu parles d'une affaire. Il met son plan en exécution. Basile conduit jusqu'à un endroit où il avait caché une arme à feu, un fusil de chasse scié, un sawed-off shotgun, OK. une couple de jours avant. Il revient avec son fusil vers 1h30 du matin et il se couche. Partie 7. Tu ne commettras pas de meurtre. Ouais, mais là, attends un peu, là. Ça fait pas de sens. Je sais que ça fait pas de sens. Personne qui a dit que ça faisait du sens. Non, j'ai juste hâte de voir c'était quoi sa justification, lui-là. Le lendemain, le 22 septembre 2015, Basile se lève tôt, comme d'habitude. Vers 7h30, il quitte l'appart de sa fille avec son fusil et 3 bouteilles de whisky. Il conduit jusqu'au chalet à Carole, au lac Kaministkeg, en récitant le Notre Père et le Je vous salue Marie. Il dit que Dieu guide son chemin. Carole l'aperçoit arriver, elle n'en croit pas ses yeux. Elle sort dehors pour le confronter, puis Basile joue à la victime comme d'habitude. Il dit « Pourquoi est-ce que tu m'haïs, Carole? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? » Mais Carole, elle veut éviter tout ça. Elle retourne en intérieur, puis elle verrouille la porte. Basile casse la vitre de la porte avec son coude et entre par effraction. Il aperçoit un rouleau de fil de télévision coaxial par terre. Non. Le ramasse et frappe Carole avec. Oh. Elle le supplie d'arrêter en disant « C'est pas toi ça, Basile, c'est pas toi. » Puis, pendant qu'elle tente de se sauver dans sa chambre à coucher, Basile la suit jusque-là, il la maîtrise et enveloppe le fil de télévision 6 fois autour du cou à Carole et il tire le plus fort qu'il peut. Non. Les blessures défensives sur les mains et les bras à Carole montrent qu'elle s'est débattue. Oh.
Mais Basile est beaucoup plus fort qu'elle. Carole meurt par strangulation après environ 5 minutes. Pauvre petite madame, elle venait juste de se retirer. Basile s'allume une cigarette et prend le temps de la fumer. C'est malade. Il prend les clés d'automobile et le cellulaire à Carole. Il laisse la voiture qu'il avait empruntée au chalet de Carole parce qu'il y avait quasiment plus de gaz dedans. Puis là, il part avec la Mazda à Carole. Il conduit pendant environ 25 minutes. Il se dit « Dieu m'aide à faire ce qui est juste. » Ben oui, oui. La prochaine coupable, d'après lui, c'est Stasia. Il arrive à 8h50, débarque de la voiture et se dirige vers la maison à Stasia, les mains vides. Le fusil est resté dans la voiture. Eva, la sœur de Stasia, venait de déménager de Vancouver pour vivre avec sa sœur. Aïe, aïe, aïe. Elle est en haut, en train de brosser ses dents, quand elle entend Stasia crier. Elle court en bas, brosse sa dent dans la bouche et voit sa sœur cachée derrière une armoire. Stasia chuchote. C'est Basile. Il l'avait confronté en lui demandant « Pourquoi est-ce que tu as menti en cours? » Basile est sorti de la maison et se dirige vers la Mazda à Carole. Eva lui crie « Stay away from my sister! » Oh my God, non, 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 non. Basile ramasse le fusil dans la voiture et retourne vers la maison. Eva s'avait retourné, les détails sont un peu flous ici, mais elle dit apercevoir Basile avec le fusil, puis soudainement, bang! Eva se sauve dehors, nu-pied, à pleine course. Puis Basile crie « Who are you? I'll kill you! » Ce qu'il connaissait pas. Sa sœur. Eva, il savait pas c'était qui. Ouais. My God. Eva réussit à se sauver et à atteindre un camion de construction routière dans la rue. Elle monte dans le camion et se sert du téléphone d'un des employés pour appeler le 911 à 8h52. Seulement 2 minutes après l'arrivée de Basile chez Stasia. Eva dit à la répartitrice du 911 « Je me suis sauvée de la maison. Il y a un fusil. Comment t'es supposé te battre contre un homme avec un fusil? » Aïe, aïe. J'espère qu'il n'a pas tué ma sœur. S'il l'a tué, moi je vais le fucking tuer. C'est le premier appel à la police de la tuerie. Le corps de Carole n'est pas découvert pour un autre 2 heures. L'agente immobilière qui avait rendez-vous avec Carole arrive au chalet à 11 heures comme prévu. Elle aperçoit la vitre cassée. Elle entre, puis elle trouve Carole par terre. Elle appelle le 911 à 11h09. Mais de retour chez Stasia, elle, est encore dans sa maison, par terre aussi, comme Carole. Elle a été atteinte par balle au cou, puis elle est morte immédiatement. Basile, lui, il monte dans la voiture à Carole encore une fois et retourne sur la route. Il conduit pendant environ un autre 25 minutes. Nathalie Warmerdam est à table, en train de déjeuner devant son ordinateur portable. Sa fille Valérie est à l'école. Son fils Adrien est dans le salon et regarde la télévision. Soudainement, Adrien entend sa mère crier. Il se lève du divan et aperçoit sa mère courir. Il voit qu'elle se sauve de Basile, qu'il la poursuit avec un fusil. Ça fait des années, là. Nathalie s'était équipée d'un bouton panique et d'un fusil pour se protéger de Basile. Oui. Mais elle n'a pas ces choses-là avec elle dans la cuisine. Adrien, lui, il suit le plan que sa mère avait établi si jamais Basile venait les menacer à la maison. Tous devaient se sauver dans une différente direction. OK. Il sort de la maison à pleine course. Les caméras de sécurité que Nathalie avait installées le voient faire. En sortant, bang! Ils continuent de courir jusqu'au boisé derrière leur ferme. Ils se cachent. Puis de là, ils appellent le 911 à 9h19. Nathalie, elle s'est effondrée dans les escaliers, en essayant de rejoindre son bouton panique et son fusil caché sous son lit dans sa chambre. Elle a été atteinte par balle au cou et est morte presque immédiatement. Elle aussi au cou? Comme Stasia. Aïe, aïe, aïe. Avec Carole et Stasia, Basile avait échangé quelques mots avec ses victimes avant de les assassiner. Avec Nathalie, rien. Il l'abat en sang-froid dans le silence total. La police arrive sur la scène presque immédiatement, mais Basile est déjà parti. Ça va jusqu'à 10h44 avant que la police trouve Adrien caché dans le bois, parce que les agents n'avaient aucune façon de savoir si le tireur était encore là. Ouais. Adrien, lui, il n'avait jamais raccroché avec le 911 et la répartitrice lui a parlé pendant tout le temps qu'il était caché. À l'école,
qui est maintenant en lockdown comme toutes les autres écoles de la région. Le directeur appelle Valérie à son bureau. Un constable de la PPO doit lui annoncer la raison du lockdown. Sa mère a été assassinée. Sur la table, là où Nathalie déjeunait, la police trouve une liste de rendez-vous que Nathalie avait cette semaine-là. Entre autres, elle avait un rendez-vous le vendredi avec un agent immobilier. Elle voulait déménager loin du comté de Renfrew, loin de Basil. Pas de bon sens, hein? Basil a comme prochain but de sortir de la juridiction de la PPO de Killaloe. Il croit fermement que la PPO cherche n'importe quelle raison pour le tuer. Ben oui! Oh my God! Il veut plutôt faire affaire avec la police d'Ottawa. S'il conduit assez loin vers l'est, il va être dans la juridiction du service de police d'Ottawa. Il se rend à un camp de chasse appartenu par son frère Arthur, stationne la Mazda à Carole et se dirige dans un champ avec son fusil, ses 3 bouteilles de whisky, un cahier puis un crayon. Il a l'intention de se saouler et de se suicider. Ben, OK. Mais Basil se souvient de sa lecture de la Bible. Le commandement est « Tu ne commettras pas de meurtre », ce que plusieurs avant lui ont interprété comme « Tuer est permis, tant et aussi tant que la personne est coupable ». Un meurtre, c'est tuer une personne innocente. Dans sa folie, Carole, Stasia et Nathalie étaient tous coupables d'avoir menti à propos de lui, à propos de son abus. Et donc, ils n'avaient pas commis de meurtre. Comme dans sa tête là, d'illusion, lui, là, il les a pas abusés? Non. D'après lui, il n'a pas commis de meurtre. Non, mais il n'a pas commis d'abus non plus. Non. C'est ça qu'il pense. Il est donc bien fucké. Mais lui, Basil, il n'a rien fait de mal d'après lui. Oh my God. Jamais menti. Ça n'a pas de sens. Comment pourrait-il donc s'enlever la vie? Ça serait un péché, parce qu'il serait en train de commettre un meurtre. Tout le reste des choses qu'il a faites, c'est pas péché. Non. Mais enlever la vie, ça serait... Il est fou raide. Il laisse le fusil par terre avec l'alcool et continue de marcher plus loin. Il écrit sur une page de son cahier « I have no gun, don't murder me, I give up ». Il déchire la feuille et la fixe sur un arbre pour que les policiers la voient. Basil passe quelques heures dans le champ, à communiquer par texto avec son frère, en attendant que la police le trouve. La police le localise utilisant les données de son téléphone cellulaire. OK. Puis après une négociation, ils parviennent à l'arrêter à 14h31. La tuerie du comté de Renfrew s'est terminée tranquillement dans un champ, sans aucune manigance, 7 heures après que Basil est parti de chez lui, avec un fusil, avec l'intention de détruire 3 familles, de prendre 3 vies. Partie 8. Le crime prévisible. Ouais. Basil Borutsky n'est pas viré fou le matin du 22 septembre 2015. Aucun de ses actes ce jour-là sont surprenants. Non. Parce qu'il y a quelque chose de très particulier à propos des féminicides en général. Un féminicide est quasiment toujours le résultat d'une longue piste d'abus, qui persiste depuis des années, des dizaines d'années. Basil a été chargé d'abus envers une femme pour la première fois en 1977, 38 ans avant le triple féminicide. 38 ans de violence. C'était prévisible. Pourquoi est-ce que dans 38 ans, on n'a pas été capable d'arrêter son trajet violent? Je compte au moins 7 fois dans son record où les accusations contre Basil ont été abandonnées. Pourquoi? Est-ce qu'il méritait la clémence de la cour? Non. Basil a passé 2 courtes vacances en prison. C'est ça. 2 petites tapes ses doigts. Et à sa libération, les 2 fois, on l'a laissé faire pas mal ce qu'il voulait. Oui. Déménager près de ses victimes, ignorer l'ordonnance de suivre un cours de réhabilitation. On n'a même pas saisi son permis d'arme à feu. C'était prévisible. Pourquoi est-ce que c'est Nathalie qui doit se munir d'un fusil et d'un bouton de panique? Pourquoi est-ce que c'est sa liberté qui est réduite et non celle à Basil? Si on a la technologie de nos jours, un homme qui est empêché par la cour d'approcher une personne ou un endroit devrait être forcé de porter un bracelet de GPS Oui. qui alerte la police immédiatement s'il l'approche. Oui. C'était prévisible. Oui. Je suis d'accord. Quand Eva, la sœur de Stasia, a appelé le 911, la répartitrice qui lui parlait, aussitôt qu'elle a fait appel à un policier de la PPO de Killaloe, a dit « Ouais, le policier, il a une bonne idée, c'est qui le tueur? »
C'était prévisible. Comme ils connaissaient, ils savaient que c'était un batteur de femmes. Eux autres, quand ils ont eu le call, là, hey, un tireur, t'as comme, ah oui, c'est Basile. C'est eux, ça doit être lui. Ouais. Ah, misère. Sans aucune surprise, Basile se retrouvait coupable du meurtre au premier degré de Natalie Warmerdam, qui avait 48 ans, au premier degré de Anastasia Kuzik, qui avait 36 ans, et, je sais pas pourquoi, au deuxième degré de Carol Colleton. What? Pourquoi? Qui avait 66 ans. Je sais que tu sais pas pourquoi, mais pourquoi? Comment qu'elle, c'est différent? Surtout que c'est la première victime en plus. Il a été là avec un fusil. C'est ça? Il a défoncé la porte. T'sais. Non, attends. Il était pas là avec un fusil. Il l'a étranglé. Oui, je sais qu'il l'a étranglé, mais il a chauffé jusque-là avec un fusil dans le char. Il était là il avait clairement une intention. C'est probablement à cause de ça. À cause que c'était pas avec l'arme. Il aurait peut-être dit... ils se sont chicanés, puis... Ça n'a pas de bon sens. Non, mais Marianne, elle doit se dire qu'elle est chanceuse, elle, là-dedans. J'ai pas... Comme je pense pas qu'elle veut être dans l'œil public, là. J'ai pas rien trouvé. Non, mais je vais juste dire comme... Je m'attendais, comme je veux pas, là, mais je m'attendais qu'elle soit une victime, elle aussi, là. Oui. Oui, c'est surprenant qu'il s'en ait pas pris à elle aussi. Il l'aura. Oui. La couronne demande 3 sentences consécutives à vie, 75 ans. Ce qui était encore permis en décembre 2017 lors du procès. Avec aucune possibilité de libération conditionnelle avant 70 ans. Oh. Le message est clair, on veut que Basile meure en prison. Oui. Il a 60 ans au temps de sa sentence. Le juge accorde les 3 sentences à vie consécutives. Aucune possibilité de libération conditionnelle, mais avant 40 ans. Qui est quand même probablement pour le reste de sa vie. C'est juste ça. Je comprends pas pourquoi il le baisse de... Ça fait aucune différence. Je comprends pas pourquoi il donne pas le maximum possible. C'est ça. Basile aura 97 ans quand il va être éligible pour une libération conditionnelle. Sur YouTube, je n'ai parlé une couple de fois au début, il y a une vidéo complète de l'interrogatoire et la confession à Basile après les meurtres. Faites juste chercher pour Basile Borutsky Full Police Interview, mais regardez-les pas, à moins que vous êtes prêt à entendre un misogyne égocentrique se plaindre d'être une victime. Tu sais, j'ai fait mon possible pour peindre Basile comme un esti de trou de cul dans mon texte, mais le contenu de mon texte vient même pas proche de représenter comment affreux qu'il est. Oh gosh. Le policier qui l'interroge calmement pendant 5 heures mérite une médaille olympique. C'est toujours moi pendant 5 heures. Il parle même à propos de lui à la 3e personne des fois. Là. Oh non! Ça n'est mourant. Oh non. Ouch. C'est une diarrhée verbale incohérente d'un fou violent qui aurait dû être incarcéré indéfiniment des dizaines d'années auparavant. Il passe beaucoup de temps dans son interrogatoire à dire « I didn't murder those women. I killed them. » Parce que d'après lui, il y a une distinction entre murder puis kill, comme que je t'ai dit tantôt à cause des commandements de la Bible. Ben, lâche-moi avec ça, monsieur, là. C'est comme, sérieusement, c'est la même affaire, pis... Non, t'es en prison, pis j'espère que tu meurs en prison, pis... Non. Le 2 avril 2024, c'est 8 ans après sa sentence? 7 ans? Ouais. Le Service correctionnel du Canada émet un communiqué. Basile Borutsky, 66 ans, est décédé de cause naturelle en prison le jeudi d'avant. 47 ans après son premier crime, l'univers vient finalement nous rendre justice. Bon, OK. Je sais pas de quoi il est mort. C'était mon cas sur Basile Borutsky. Tu sais pas de quoi il est... OK, question. Quand est-ce qu'il a fait de la prison? En 2017? Non. C'est quand? Il s'est fait arrêter? Il s'est fait arrêter le 22 septembre 2015. 2015, il a eu sa sentence en 2017. OK. Il n'a pas passé si longtemps que ça en prison pareil, là. Fait que 2015 à 2024, fait que 9 ans à peu près en tout. OK. Plus les 2-3 jours qu'il a passé en prison avant ça, là. Ouais. René, j'avais jamais entendu ça. C'est vraiment triste que c'est une histoire moins connue parce qu'il y a tellement de faillites du système de justice là-dedans.
Penses-tu que ça a été... C'est pour ça? Penses-tu que c'est caché un peu? Non, il y a eu une grosse enquête du coroner. OK. Après ça, puis ils ont fait comme une grande liste de recommandations là, qui a mené à absolument rien, là, comme d'habitude, malheureusement. Comme, y a-tu des changements? Aucun changement de la du système? La première recommandation que l'enquête du coroner a faite, c'était qu'il voulait que le gouvernement déclare les féminicides en Ontario comme une épidémie. C'est quelque chose, tu sais, de symbolique qui est gratuit à faire. Tu sais, c'est juste pour dire, hey, comme on prend ça au sérieux. Puis le gouvernement Ford a refusé. Of course, Ford! Ouais. Excuse. En solidarité, la plupart des municipalités dans le comté de Renfrew, comme les conseils municipaux, eux ont déclaré les féminicides comme une épidémique. Comme une épidémie, excuse. Ouais. Comme en espérant que, tu sais, si nous autres on le fait, peut-être que le gouvernement va le faire, mais non. Puis c'est pas juste l'Ontario, là. Il y en a terriblement beaucoup partout au Canada. Ça n'a pas de bon sens. Des incels, puis les hommes qui sont pas capables de se faire dire non, puis ça n'a pas de sens. Les femmes qui veulent laisser leur mari abusif, puis les autres, ils virent fous. Mais c'est le point que j'essayais de faire aussi à la fin, là, c'est que un féminicide, c'est pas comme les autres sortes de meurtres. C'est extrêmement prévisible. T'es voué venir des dizaines d'années avant. Là. Oui. C'est pour ça que j'ai passé tellement de temps à décrire tout le patron de bullshit que toutes ces femmes-là ont vécu avec Basile. Puis malheureusement, ils ont fini mortes. Mais ça se voyait, là. Puis ça fait des années puis des années que ça se voyait. Qu'est-ce qui est fâchant, là, qui me brûle ben raide dans ton cas, René, c'est que ces femmes-là, ils ont fini par faire la bonne affaire. Ils ont sacré le camp. Puis encore, le système, il les a failli. Oui, comme Nathalie et puis Stéja, ils ont été à la police, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire. Oui. Puis malheureusement, c'était pas assez. Puis ça n'a pas commencé de là, là. Non. Puis ça n'a même pas commencé de Marianne. Ça a commencé des années 70 avec son autre blonde du début. Oui. Puis les 7 fois qu'il s'est fait acquitter, charge abandonnée, whatever, ça, c'est juste les 7 fois que ça s'est rendu aux polices. Imagine le montant de fois que Marianne, etc., se sont fait battre puis qui n'ont jamais rien fait. Qui n'ont jamais rien dit parce qu'ils ont peur. C'est ça qu'il n'est pas correct. À chaque fois qu'ils ont une plainte, ça devrait être rapporté, ça devrait être écrit, ça devrait être dans le dossier de ce gars-là. Même si la femme, elle veut dropper les plaintes, tu sais, elle veut renoncer, whatever, comment tu dis ça. OK, c'est beau qu'ils ont peur, je comprends, mais en même temps, garde ça dans son dossier pareil. Mm-hmm. C'est une preuve que ça a été commis. J'ai des photos, j'ai des preuves, j'ai ci, j'ai ça. Il m'a fait ça. OK. Comme notre système de justice assez, là. Est fondé sur le fait qu'on doit considérer tout le monde comme innocent jusqu'à temps qu'ils sont prouvés coupables. Mais ça fonctionne pas pour les femmes battues, ça. Mais non. Non, ça... Trop souvent, ça laisse le temps à l'homme de tuer la femme. Ou de la battre encore plus, ou de s'en prendre aux enfants, etc. Puis le restraining order, là, veut pas, c'est rien qu'un esti de morceau de papier. Ouais, comme qu'est-ce que tu pourrais te faire avec lancer le papier quand il s'en va? C'est ça donne quoi? OK, t'as un ordre de cours, faut que tu restes à 500 pieds. J'ai pas une police qui est en avant de ma maison, j'ai pas un auto de patrouille qui est en avant de ma maison qui va l'arrêter, là. J'ai un morceau de papier. Ouais, comme il devrait avoir... Vraiment. Tu sais, comme les ankle bracelets GPS, là. Absolument. Puis ça devrait crier à comme 110 décibels là, quand il est trop proche de la personne. Puis, comme moi je suis grave là-dedans, là, mais moi je voudrais que ça soit comme quelque chose qui donne un choc. Un choc, oui! Comme si tu vas trop proche, comme ça devrait t'incapaciter. Là. Oui. Tu devrais tomber à terre de douleur, là. Puis là, les polices, ils viendront te ramasser, puis ils te crisseront en prison parce que t'étais trop proche. C'est un taser. Oui. Hey, ils le font pour les chiens qui sortent de leur cour. Mais ça marche bien, on en a un, ça. Ben non, il n'y a pas de choc, là. Mais j'ai enlevé le choc parce qu'il s'est dompté après une fois. Ben oui, mais c'est cruel. Moi, j'aime pas ça, des chocs. Mais
Mais tu l'as essayé, right? Ah, ça choquait en effet. Tu l'as essayé, le choc? Ouais. J'ai dit, tu choques pas mon pitou. C'est qu'on l'essaye pas. Mais René, t'es d'accord. Comme René, il l'a essayé, puis c'est ça, c'est pas trop fort. Mais le chien, ça arrivait juste une fois. Il s'est fait choquer. Il a jamais redépassé sa clôture. C'est le Halo, là, avec le GPS. Ben, pourquoi que ces gars-là, ces hommes-là, il y aurait pas le GPS Halo, même affaire, même système. Ben ça oui. le choque. Ils vont peut-être se dompter. Tu peux pas y aller proche de elle. Hein? Ben, moi, je pense C'est pas. trop proche. Moi, je pense pas qu'ils vont se dompter, là. C'est une des différences entre mon chien et puis des abuseurs de femmes, là. C'est que je crois pas qu'ils peuvent changer. Ouais, mais ils se feront ramasser par la police après leur choc. Oui, absolument. Je veux dire, c'est quoi, là? C'est pas cruel. Ils le font pour les animaux. Pourquoi qu'ils le feront pas pour les humains? C'est une autre chose du système de justice, right? C'est basé sur la réhabilitation, mais pas tout le monde est réhabilitable. Hey, excuse, mais comment qu'il y en a qui récidivent, là? Comme encore et encore et encore et encore. Ils le refont tout le temps. Lui, il arrêtait pas de récidiver. Aussitôt qu'il sortait de prison, c'était une nouvelle femme. Oui. C'était le même pattern tout le temps. Il était en prison 3 semaines. Tout après, il a commencé à voir Stasia. Oui. Il était en prison pour Stasia. Puis après ça, une couple de mois après, il a essayé de revoir Carole. Ah oui. Puis qui est l'agent de probation dans ce temps-là? Ben, c'est ça. Comme il se ramassait toujours au chalet à Carole. Comme Oui. Carole, elle s'est pas plainte à la police. Ou Carole, elle a pas été aux autorités. Non. Elle aurait dû. Oui ou non. En tout cas, c'est pas de sa faute à Carole. Mais comme. Mais il était même pas en couple avec elle. Ouais. C'était même pas sa blonde. En part là-dedans, me semble l'agent de probation aurait dû remarquer qu'il était en train d'harceler une femme. Là. Ouais. Ben. Je m'excuse aux gens de probation à l'écoute. Là. Vous avez probablement une surcharge de travail. Là, mais... Définitivement, il y a une surcharge de travail tout partout. Il y a des surcharges de travail parce que il y a des coupures partout, dans tout. Puis on essaie de sauver de l'argent ici puis là, mais pas dans les bons endroits, évidemment. Là, je veux pas rentrer dans l'affaire de gouvernement, mais je sais que les policiers, ils sont en surcharge de travail. Tout le monde dans le système criminel puis justice sont en surcharge de travail, puis il y en a plein des cas. Mais en même temps, c'est comme à un moment donné, il va falloir qu'ils fassent un ménage à quelque part, puis qu'ils se rendent compte que comme les féminicides puis tout ça, c'est un shit show. Mais c'est un cas récent en plus que ce que tu viens de faire. Oui, 2015. Il vient juste de mourir, le dude, là. Lui, il est mort au mois d'avril cette année. Oui, c'est ça. Ah, en tout cas, moi, je suis juste comme super frustrée parce que comme je comprends pas pourquoi ils peuvent pas avoir. Puis, tu sais quoi, c'est même pas la première fois qu'on entend parler de ça, de ces bracelets-là. Il me semble qu'il y a quelqu'un qui a fait un cas à un moment donné du Québec, puis c'était justement ça, là. La fille qui travaillait dans les bars, là. Il y a dans le livre que j'ai lu, là, il y a une statistique sur combien de bracelets qui sont en utilisation en 2023. Je pense que le livre est assez récent. Comme au Canada en entier, là, si je me trompe pas, le numéro, c'était genre comme 150 ou 160. Là, c'est rien. Là. Juste ça? Il devrait en avoir des milliers. Là. Même les pédophiles là, qui sont proches des écoles, là. Ben oui. Ah! En tout cas. Ouais. René me trigger, puis il sait que comme j'ai pas de voix, puis c'est encore pire. C'est mon trigger. Ces femmes-là auraient dû jamais mourir. Là. Non. Ça aurait dû finir... Il n'y a pas de raison. Avec Marianne la première fois. Oui, prison, d'asseoir, c'est fini. Reste là. En tout cas, René. Ouais. Rendu tard, puis je suis tannée, puis je suis fâchée, puis... En tout cas. Ouais, c'est ça, il arrive 11h. Ouais. Assez de blabla, on va finir ça. Ah oui. Vous nous direz, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez de ce cas-là, puis des récidives, puis... en tout cas, c'est beau. Merci d'être là encore. Merci de nous écouter. Merci de me supporter ce soir parce que ma voix est insupportable. Ouais, dans 2 semaines, ça c'est ton cas, ça va être correct. Eh bien mieux. C'est moi qui va avoir attrapé ça par ce temps-là. Oui, probablement. OK, fait that's it, on finit ça? C'est fini. OK, bye.